Ah ouais. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 10 du podcast de Hockey sur demande. On a pris une petite pause parce que notre cher ami Stéphane est devenu papa pour la troisième fois. Ah Donc, ouais. félicitations Stéphane. Merci beaucoup, merci. J'espère que tout se porte bien jusqu'à maintenant. Ah, tout va bien, tout va bien. Excellent, mais malgré ton absence, la planète hockey n'a pas cessé de tourner et même C'était pire. ça a été pire. Effectivement, il y a eu plein de nouvelles. Donc, on va peut-être parler de quelques sujets que ça fait déjà peut-être un petit bout là, que c'est passé, que pas mal tout a été dit, mais on va juste quand même livrer notre version là, notre opinion en fait par rapport à ces sujets-là. Effectivement. Évidemment, on va également y aller avec notre segment coup de pied et coup de cœur et on va terminer également avec le segment sur réception. Donc, le programme habituel. Yes. Et on va commencer avec la section, justement, coup de cœur, coup de pied. Quel est ton coup de cœur, Stéphane, lors de les 2 dernières semaines dans le monde du hockey? Écoute, coup de cœur, je vais revenir à une équipe, mais je vais y aller avec un joueur particulièrement, cette équipe-là. On avait des doutes cette année sur cette équipe-là. Puis écoute, présentement, ils sont pas dans le top 10, mais je trouve qu'ils font vraiment bien. C'est les Penguins de Pittsburgh. Puis je vais y aller avec Tristan Jarry. Pourquoi? Parce que j'ai regardé les Penguins au cours des 2 dernières semaines quand même. Je te dirais au cours du dernier mois. Puis écoute, moyenne de 1,82, 92, 21 parties commencées, 12 victoires, 5 défaites, 934 de pourcentage d'efficacité. Écoute, les deux, on a fait notre podcast. Puis qu'on parlait de cette division-là, on disait les Penguins cette année, c'est la fin. Ça tombe. Ils n'ont pas de goaler, mais visiblement, Tristan Jarry a dit cette année qu'il se levait. Puis particulièrement là, avec Sidney Crosby qui est revenu, avec ses 15 points en 15 rencontres. Donc, je pense que cette équipe-là est en voie d'augmenter un petit peu la cadence et d'avoir plus de points. Mais je suis vraiment surpris. C'est mon coup de pouce. Puis écoute, j'en aurais eu d'autres aussi. J'aurais pu inclure les Nashville aussi, qui sont très surprenants cette année. Mais j'ai vraiment été avec Pittsburgh. Pourquoi? Parce que ça reste les Pingouins. On va toujours les voir gagner. On va toujours voir Crosby performer puis cette équipe-là fonctionner. Puis écoute, Jack Wenzel cette année va encore super bien, malgré les petites blessures qu'il y a ici par là. Fait que pour moi, c'était mon coup de pouce, mon coup de cœur de la semaine. Puis en plus, Evgeny Malkin qui a recommencé à s'entraîner. Donc, là, ce qui va revenir Ouais. au jeu, ça va être un ajout majeur, là, encore une fois, du côté des Penguins. Puis effectivement, On là, bien. moi, je les voyais très bas dans la division métropolitaine. Puis encore une fois, les Pittsburgh, c'est comme un peu les Bruins dans la division métropolitaine. Écoute, On pense tout le temps qu'ils vont crasher cette année, mais ils trouvent tout le temps de façon de se hisser quand même au classement. Comme tu as mentionné, pas top 10, mais j'ai l'impression que ça ne sera pas très long qu'ils vont grimper là, de quelques échelons là, au classement. Moi, mon coup de cœur et coup de pied, c'est thématique hockey junior / championnat du monde de hockey junior parce qu'évidemment, on est en plein dedans. Là, ça va commencer dans une semaine et demie environ. Il y a des alignements qui ont déjà été annoncés. Celui des États-Unis, du Canada, ça s'est complété en fin de semaine également. Mon coup de cœur, écoute, c'est Connor Bedard du côté de l'équipe Canada. 16 ans, puis dominé autant que ça là, dans le week-end là, où il y a les 2 matchs préparatoires contre les étoiles universitaires. Il a fini le week-end avec 6 points. Puis les autres plus proches de lui, c'est genre 2 points. Là. Fait que, il a vraiment été une coche au-dessus de tout le monde à 16 ans, je rappelle. À part Crosby, je pense que McDavid l'a fait aussi. Pas grand joueur qui réussisse à se hisser au sein de l'alignement d'équipe Canada Junior dans les moins de 20 ans. Donc, c'est sans aucun doute là, mon coup de cœur de la semaine. Sérieux, juste à le voir aller, c'est ridicule. Là. Ce gars-là est bourré de talent, puis je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Évidemment, Bedard devrait être dans le choix de première ronde, premier au total au repêchage de 2023. Quoique Matvei Michkov, aussi le Russe, là, qui suit de très près. Oh yes! Ça devrait être un débat un peu à la Crosby-Ovechkin là, cette année-là. Ça va être très intéressant à suivre, mais disons que Connor Bedard là, est bourré de talent, puis c'est un joueur là, qui va assurément avoir une bonne carrière dans la LNH sans aucun doute. Oui, puis tu sais, dans son palmarès, on a des gros noms aussi à 16 ans qui ont fait l'équipe Canada. Là. On parle de Gretzky, on parle de Bouwmeester, on parle de, comme tu disais tantôt, McDavid, Crosby. Donc, c'est des gros noms, mais je pense que lui ne fait pas exception. C'est pas un... Je pense pas que ça va être un flop. Je pense qu'il y a un très bon début de tournoi. Puis je pense qu'on n'a pas tout vu de Connor Bedard en plus. Je pense que c'est ça l'affaire, c'est qu'on n'a pas tout vu encore de ce jeune-là. Je pense qu'il peut en donner encore plus. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant pour ce qui va se passer là, entre neige au-delà. Sinon, de ton côté, pour ton coup de pied, semble-t-il là, que ça va brasser dans ton coup de pied. Là. J'avais tellement de sujets, là, ça allait tellement loin. Écoute, j'ai été quand même un petit peu rationnel. On va y aller. C'est sûr que on était émotif à Montréal, puis on a toujours été émotif, puis c'est correct. Je trouve que les partisans sont pas toujours corrects avec le Canadien, avec les choix que l'équipe veut faire, si ça veut être une reconstruction ou non. Je pense qu'on a la pédale facile pour
pour chialer sur tout le monde et pour critiquer surtout les Québécois. Et moi, je vais aller avec l'émotion du Canadien. Puis je vais mettre la phrase que Bob Hartley a dit à 91-9 aujourd'hui. J'aimerais ça en voir un se lever et casser son bâton en 1000 morceaux. Il n'y a pas d'émotion dans cette équipe-là. Ça fait des semaines qu'on en parle, mais là, je pense qu'on a atteint le plus bas qu'on peut pogner. Puis écoute, ça va pas juste avec l'attitude du Canadien, ça va avec l'attitude des femmes, l'attitude de la direction, l'attitude de qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est sûr que Gorton vient d'arriver, puis on donnait la chance aux coureurs. D'ailleurs, moi, je pense qu'il faut arrêter de chialer sur ce pic-là. Il faut laisser une chance à cet homme-là. C'est un gars de hockey. Il parle peut-être pas français. Peut-être que c'est un gars des États-Unis, mais il faut en revenir. Le Canadien, c'est pas politique. Malheureusement, il ne faut pas que ça devienne politique. C'est une business. Puis une business, tu veux gagner, peu importe ce qui se passe. Mais là, il faut donner la place aux coureurs, mais il faut arrêter d'être pas émotif sur la glace. Je pense que c'est ça qui est le pire. On se fout de ce qui se passe. Puis mention arabe à Jake Allen, parce que c'est le seul qui a dit ce qu'il avait à dire là, cette semaine pendant le point de presse après la défaite contre les Blues. On joue pas bien. Les vétérans ne donnent pas ce qu'ils ont à donner. Puis tabarouette, il faut que les gars travaillent. Bravo à Jake Allen, mais moi, je te dis, le Canadien, là, je les ai jamais vus sans émotion comme ça. Puis là, ça part des vétérans. Ça peut aller par Drouin, ça peut aller par Ben Chariot, ça peut aller par n'importe qui vous avez nommé dans cette équipe-là qui a joué depuis plus que 3-4 ans en Ligue nationale ne fait pas la job. Puis là, c'est pire en pire. Même si c'est une reconstruction, je pense que les gars ont une fierté. Puis on le vit avec les Red Wings. Moi, je le vois avec les Red Wings depuis 4 ans. Il y a une fierté quand même à Détroit. Les jeunes voulaient travailler. Les jeunes travaillaient, mais ils perdaient quand même. Il n'y avait jamais de mauvais. Il y avait des mauvaises prestations, mais pas des mauvaises intentions. Puis présentement, je pense que le Canadien a des mauvaises intentions, puis ça, c'est pas correct. C'est juste pour revenir là, pour Jeff Gorton. Là, moi, je comprends juste pas pourquoi que le monde chiale sur Jeff Gorton. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il y a la moitié de son équipe, c'est pas le 3/4 qui est sur la liste des blessés présentement. Quand même qu'il fasse des transactions là. La saison est déjà perdue d'avance. Rendu là, on mange notre pain noir, on va ramasser notre choix de top 10. Là, on est vraiment bien placé pour ramasser un gars comme Shane Wright. Puis moi, là, je le prendrais 100 000 $ Shane Wright. Ah oui. Ça, honnêtement, tu sais, comment je peux dire ça? Tu sais, le fait que le Canadien n'ait pas d'émotion, pour moi, ça me fait pas tant suer parce qu'en même temps, il faut qu'il perde, mais j'avoue que de la façon qu'il perd, tu sais, mettons un match contre les Prédateurs de Nashville la semaine dernière, ça serait parfait des matchs comme ça. Tu sais, un match que c'est serré, puis, mais tu sais, au bout de la ligne, ils perdent quand même leur match. C'est ça, il faut qu'il arrive. Mais des matchs où, justement, que l'équipe travaille même pas, fait pas grand-chose, pas d'émotion. Ça, je suis d'accord, par exemple. Puis, tu sais, là-dedans, tu essaies de faire progresser les jeunes, les Caulfield, les Romanov, les Penning et compagnie. Tu es fait graviter dans cette culture-là de perdants. Tu sais, rendu là, on les envoie. Encore une fois, je trouve que cette phrase-là ne veut rien dire. C'est sans odeur, sans couleur. Pourquoi? Parce que dans la Ligue nationale, oui, c'est pas des développements, mais il faut que tu développes tes meilleurs dans la Ligue nationale. D'envoyer un gars comme Caulfield, Suzuki, puis toutes les autres dans la Ligue américaine, ça sert à rien. C'est pas parce que dans la Ligue américaine, ils gagnent qu'ils vont gagner nationale. C'est pas la même chose. Il faut arrêter de dire qu'il faut envoyer les meilleurs en bas parce que la culture est pas bonne. La culture part d'eux autres aussi. Là. C'est à Suzuki se lever, c'est aux autres à se lever, puis s'ils se font pas, Drouin ne devrait pas arriver à l'aréna et en pas vouloir jouer au hockey. Si c'est pas le goût de jouer au hockey, capitaine, reste chez vous. C'est comme ça que ça marche, puis on l'adore Drouin, puis c'est pas bien l'année passée, puis j'ai rien contre ça. Le problème, c'est que ça soit n'importe qui dans cette équipe-là. Si tu ne te présentes pas à une rencontre pour pouvoir jouer au hockey, reste chez vous. C'est pas compliqué. Là. La culture se développe avec autant les jeunes, les recrues que les vétérans. Moi, c'est de même, je vois ça. La raison pour laquelle que je dis ça, par contre, c'est qu'on a quand même 2 gros exemples d'équipes là, que tu es fait progresser ensemble dans la Ligue américaine puis tu les montes en même temps. Tu as le Lightning de Tampa Bay que ça a fait ça, puis ça va donner des résultats. Puis en plus, tu es bien placé pour en parler. Les Red Wings, ça a été ça aussi. C'est des joueurs qui ont progressé ensemble dans la Ligue américaine, qui ont dominé la Ligue américaine, puis après ça, ils ont dominé au prochain niveau. Puis l'inverse aussi est vrai. Les Oilers, ils ont tous mis ça dans le même panier. Tout le choix de premier overall dans le même panier, ça n'a jamais rien donné parce qu'ils faisaient rien perdre. Puis ils n'ont rien développé comme culture. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait envoyer peut-être les Romanov, les Suzuki, les Payling, tous ensemble dans la Ligue américaine. Allez gagner là. Ayez une chimie ensemble. Puis après ça, lorsque vous allez dominer là, on les monte par la suite dans la LNH. Puis là, ils vont dominer dans la LNH. C'est plus pour ça que je disais ça. Parce que présentement, c'est bien beau là, voir Caulfield, là, on le voit qu'il est plus ou moins... je pense que ses succès en série, c'est un peu le fait de, un, personne ne le connaissait, puis de deux, quand tu commences dans la LNH, tu as comme l'adrénaline qui kick in, puis que là, tu as du succès. Mais là, on dirait que la réalité vient de le frapper en pleine face, puis c'est pas en tout le même joueur qui est sur la glace présentement. C'est-tu parce que les compagnons de trio qu'il y a, ça va pas de la boîte? C'est-tu parce que justement, c'est la gang de la
deuxième année qui n'est pas vraiment deuxième année parce qu'en réalité, c'est sa première saison aussi. Fait que, puis, tu sais, il a joué 4 matchs dans la Ligue américaine là, l'année passée, puis il en a joué peut-être 2-3 cette année. Le gars n'a pas d'expérience. Moi, je l'enverrais dominer dans la AHL. Puis une fois que tu domines vraiment, là, tu le montes par la suite. Parce que là, le gars, il n'a aucune confiance présentement. C'est pas en perdant de cette façon-là qu'il va en gagner plus. Là. D'accord, mais est-ce que le Canadien de Montréal est capable d'envoyer ses meilleurs joueurs dans la Ligue américaine puis de gagner dans la Ligue américaine? Mais là, présentement, non, parce que la moitié du club qui est blessé, mais tu sais... Est-ce qu'ils ont le luxe de faire ça? Je pense pas non plus. Est-ce que les partisans de Montréal sont prêts à tout laisser tomber pendant 3 ans pour avoir une bonne équipe? Je pense pas non plus. Mais ça, rendu là, c'est leur problème. T'sais, ils veulent tous avoir des équipes à la Toronto, à la Edmonton, exactement. Ça, mais ils refusent de vouloir se sacrifier. Edmonton, ils ont mangé du pain noir longtemps. Toronto, on a ri 2 autres pendant plusieurs années. Les Blackhawks. Les Blackhawks aussi. Mais là, décidez-vous, si vous voulez une équipe de ce calibre-là, ben il faut finir dans la cave 2-3 ans de suite. Là. Et puis honnêtement, ça serait le moment parfait pour faire ça. Hey, tu ramasses Shane Wright, tu ramasses Connor Bedard, ça te revire une organisation sur un moyen temps. Puis même si tu n'as pas Bedard l'an prochain, tu as quand même Michkov qui s'il n'est pas meilleur, il est aussi bon que lui. Là. D'accord avec toi. Mais, encore une fois, comme tu dis, est-ce que les partisans veulent accepter ça? Il y en a qui disent oui, mais après ça, après une séquence de 3 défaites, ça se met à chialer puis critiquer tout le monde. Ça va être beau ça sur une saison de reconstruction. Là. Ouais, imagine, ça va être quoi les joueurs qui vont vouloir venir. Il n'y a pas de joueurs qui vont venir ici à Montréal. Là, tu sais, mon coup de pied diverge, mais c'est là que je voulais m'en aller parce que je trouve qu'on ne donne pas la chance à ces joueurs-là. Là, qui va venir signer à Montréal? Quel joueur d'impact qui a un vétéran de 31, 32, 33 ans va venir signer un pacte de 3-4 ans à 4-5 millions ici? Personne. Regardez ce qui se passe dans les médias depuis un mois. C'est une catastrophe. Les partisans, moi, je m'amuse à lire là, tous les sites qui s'occupent du Habs et qui font les posts sur les Habs, c'est dans les coulisses, c'est n'importe quel. Là. C'est juste du bashing. C'est du bashing. C'est tout du bashing. C'est impossible. Puis ces joueurs-là vous lient. Là. Vous comprenez à un moment donné que ces joueurs-là le savent. Les joueurs-là comprennent. Puis, comme je te dis, il n'y a pas personne qui peut se lever dans la chambre. Je ne vois pas personne dans le Canadien de Montréal qui peut arriver en média et dire on joue comme de la merde, on n'est pas bon cette année. Puis la seule affaire qu'on peut vous dire, c'est que Chris, ça ne tente pas parce que c'est de la merde. Personne ne va vous dire ça, là. Mais c'est tout ça qui se dit dans leur tête, finalement. C'est sûr et certain. L'organisation prend un changement. Tout change au niveau de l'équipe supérieure. Donc, le DG va changer. Après ça, probablement que tout ce qui est l'équipe de repêchage va changer. La fonction de repêcher va changer. Toute l'équipe change. C'est normal qu'en bas, ça aille mal aussi. Là. Tu sais, là, on va parler de Vancouver et de Philadelphie tantôt à cause qu'il y a eu des congédiements là-bas aussi, mais on a juste changé le coach puis un DG. Là. On n'a pas changé tout au complet. Là. On n'a pas rajouté un président. On n'a pas rajouté une équipe de repêchage au complet. Là. Moi, je pense que on est le contraire du Canadien présentement là, dans la société de tous les jours. On est trop émotionnel, puis on pense trop. On est irrationnel complètement parce que le Canadien n'a pas d'émotion, puis ils ne peuvent pas en avoir. Ils n'ont pas de joueurs d'impact. Puis j'ai ça quand on parlait à RDS cette semaine. Qui va arriver puis qui va assommer quelqu'un, il va faire une mise en échec pour changer la game de bord, ou qui va jeter les gants, ou un bon lancer, ou un échappé? Il n'y en a pas. Il n'y a pas personne. Il n'y a pas de renfort à Montréal. Est-ce que c'est Harvey Pinard qui va le faire? J'aimerais ça dire oui, mais ils brûlent la ligne américaine présentement. Ça va bien, là. Ça va super bien, la ligne américaine présentement. Malgré qu'ils n'ont pas de joueurs, puis tout le monde est rendu en haut, puis tout le monde fait des va-et-vient. Mais il faudrait que l'organisation comprenne que moi, je crois à une culture gagnante, mais ça part la Ligue américaine, ça va jusqu'à la Ligue nationale. Puis depuis trop longtemps, il ne faut pas oublier que la Ligue américaine, avec les Rockets, ça fait juste 1 an qu'ils font les playoffs. Là. Ils n'ont pas fait les séries en 7 ans avant. Là. C'est pas une culture gagnante, ça. Là. Mais l'an passé, qu'ils auraient fait s'il y avait eu des séries dans la Ligue américaine. Exact. Mais encore là, ça revient à mon point que j'avais dit dans notre dernier podcast ou l'autre précédent. C'est bien beau qu'ils gagnent, mais quand tu regardes l'alignement, c'est tous des vétérans AHL qui ne feront jamais la Ligue. Fait que, exact. Tu n'as pas de relève. Tu n'as pas tes meilleurs prospects qui sont là présentement. Ça, c'est un gros problème. Mais là on diverge un peu du sujet de départ. Mais pour revenir là, à ce que tu dis là, concernant les médias et tout ça, il va falloir que l'organisation, si elle veut faire une reconstruction, elle va devoir l'annoncer. Puis encore là, même si elle l'annonce, je ne suis même pas sûr que les gens vont embarquer. T'imagines-tu voir le Canadien perdre comme les Coyotes le font présentement pendant 2-3 années de suite? Ça va virer en boîte. Là. Puis moi, honnêtement, je serais le premier à accepter ça parce que je me dis que c'est un mal qui est nécessaire. Mais combien de personnes... Puis honnêtement, là, c'est plate à dire, mais j'ai l'impression que c'est plus les médias qui n'accepteront pas ça que les partisans. D'accord avec toi. Parce je serais d'accord avec toi là-dessus. Sont les premiers à dire que ça prend une reconstruction, mais sont les premiers à bâcher tout ce qui bouge quand le Canadien perd une game. Ils vont parler de quoi pendant 2-3 années quand ils vont juste perdre? Tu sais, juste aujourd'hui, j'écoutais On Jase, puis ça chialait qu'il fallait qu'on nomme un DG tout de suite. Pourquoi?
Je veux dire, il ne fera pas une transaction là. Il va rien. J'ai l'impression qu'ils veulent juste qu'ils nomment un DG juste pour avoir un sujet à parler, plus que d'autres choses. Parce qu'honnêtement, quand on est un nouveau GM là, tu as la moitié du club qui est sur la liste des blessés. Il n'y aura pas de transaction qui va se faire là. Ça va être à date limite que le ménage va se faire à ce moment-là. Puis quand même que ça, c'est une transaction-là, la saison est perdue d'avance. Je comprends même pas c'est quoi l'urgence de nommer un DG tout de suite. Ça change absolument rien, à part que ça fait du stock à parler pour les médias. Je pense que les divergences de langue font vraiment mal présentement parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Je comprends le lien francophone avec les fans. Là. Moi, je ne suis pas un très gros fan fini du French speaking, là, on va le dire comme ça, là, du français, mais je comprends qu'il faut que ça soit obligatoire et que c'est important. Mais il faut prendre le meilleur en poste présentement. Puis je pense que c'est ce qu'on a fait avec le président. Et là, il faut laisser la chance au coureur. Puis écoute, j'aime mieux qu'il prenne son temps, qu'il choisisse un bon DG. Je ne dis pas que Marc Bergevin, c'était pas un bon DG. Mais trop souvent, avant Marc Bergevin, on a choisi des DG qui étaient des anciens joueurs parce que c'était des images. Puis qu'est-ce que ça a donné? Rien. Donc, il faut faire attention. Puis moi, je pense que de prendre son temps, comme tu dis, c'est la meilleure chose à faire. On va mettre ça sur le hold présentement parce qu'on va revenir sur le sujet justement là, de qui on verrait comme DG à Montréal. Parce que je vais aller avec mon coup de pied juste rapidement. Et mon coup de pied, c'est pas envers un joueur ou une équipe en particulier, c'est envers une situation. Puis ça touche l'espoir qui est québécois, mais qui représente qui aurait pu représenter les États-Unis au championnat du monde de hockey junior. Thomas Bordeleau, qui va encore rater le championnat du monde de hockey junior cette année. Voici ce qui s'est passé. En fait, il a pogné le COVID tout simplement. Fait qu'à cause de ça, il va le rater. Mais l'an passé, il a raté le championnat aussi parce que son co-chambreur, pendant le camp des États-Unis, a également pogné la COVID. Fait qu'il était obligé d'être en isolement. Puis il a raté le championnat à cause de ça. Fait qu'il va rater ses 2 occasions de représenter son pays au championnat du monde d'hockey junior. Puis ça, je trouve ça plate. C'est pas de sa faute, là, mais c'est vraiment la situation qui est dégueulasse pour lui. C'est un bon espoir en plus. C'est un choix de 2e ronde des Sharks, si ma mémoire est bonne. Ouais. C'est un espoir qui est très intéressant, qui est québécois aussi. Fait que je trouve ça vraiment plate pour lui. Tu as à peu près 2 ou 3 chances de faire le championnat du monde de hockey junior, puis tu rates les 2 à cause des choses que tu peux même pas contrôler. Je trouve ça ordinaire en maudit. Non, je suis d'accord avec toi. Puis c'est plate, on veut pas voir ça. Puis cette maudite maladie-là fait mal. Puis ça empêche des bons espoirs de jouer, mais malheureusement, ça fait partie de la vie. Mais je pense que l'année passée, probablement qu'ils ont eu peur à cause de ça. Puis cette année, malheureusement, mais c'est lui qui l'a. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, écoute, Stéphane, on va reprendre notre ligne qu'on avait mis sur le hold là, pendant quelques secondes parce que là, on va parler évidemment, là, c'est pas mal le sujet principal du podcast. Il y a des tags qui ont commencé à tomber un peu partout à travers la ligue. On va revenir avec le Canadien juste rapidement. On a fait pas mal le gros débriefing de la situation à Montréal. Mais on va répondre juste à une dernière question. Qui tu verrais prendre la relève à Marc Bergevin là, comme GM? Qui tu penses que Jeff Gorton pourrait embaucher pour chausser les bottines de directeur général, / il y en a qui disent que ça va être le pantin de Gorton. Je pense pas. Je penserais pas non plus. Là, mais... Je pense que Gorton est assez intelligent pour comprendre que le DG a son rôle à jouer et qu'il va avoir sa propre équipe. Lui va juste chapeauter. Écoute, un président, ça chapeaute. Là. C'est fait pour ça. Là. Si vous avez une compagnie que vous travaillez pour ou que vous avez une compagnie dans la vie, un président ne prend pas toutes les décisions. Le président chapeaute les décisions, puis il nomme quelqu'un qui est son bras droit, puis cette personne-là prend les décisions, puis quand il n'est pas d'accord, c'est une discussion qui est ensemble. Donc, je pense que c'est ce qu'il va avoir avec Gorton. Écoute, je t'ai envoyé un site tantôt de province.com qui a fait quand même une pas pay job. Là, on va oublier les derniers noms à la fin, là, les 30 derniers noms. Surtout qu'il a mis Trevor Timmins. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ridicule, mais il y a 15 personnes qui parlent français, je pense, parce que c'est important qu'ils pourraient se joindre à l'organisation. On va en éliminer tout de suite. Roberto Luongo ne viendra pas à Montréal, on le sait tout de suite. Ça ne sera pas une chose qui va être faite. Je ne pense pas que Yannick Jean non plus va le faire, pas assez d'expérience. Jocelyn Thibault a déjà dit que ça l'intéresserait peut-être, mais pas tout de suite. C'est pas le temps présentement. Surtout qu'il vient de joindre les rangs de Hockey Québec. Exactement. Qui pas mal occupé, je pense, c'est notre M. Thibault présentement. Même chose pour Philippe Boucher, s'est montré intéressé, mais je pense pas que c'est un prospect. Peut-être un assistant DG, peut-être. Mais c'est de mal, je vois ça. Puis, j'enlève rien à toutes les madames qui sont mises dans cette liste-là. Émilie Castonguay, on a aussi Mme Goyette, là, Danielle Goyette. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Puis, je suis vraiment content de voir ça. Par contre, je pense pas qu'à Montréal, ça va arriver. Puis, c'est pas parce qu'on est... je vais être vieux jeu ou je viens être... Je pense juste que dans la Ligue nationale, c'est jamais arrivé encore. Puis, si ça vient par Montréal, tant mieux. Mais je pense que cette personne-là, puis il y a des très bons noms dans ces filles-là, dans ces femmes-là,
pourraient être assistants directeur général pour faire leur classe et après ça, devenir une directrice générale dans la Ligue nationale. C'est ça que j'allais dire, moi aussi. Je pense pas que la première femme à être GM, elle va passer GM Exactement. One shot. Je pense qu'elle va faire ses classes avant, assistante GM, peut-être s'occuper du recrutement aussi, puis elle va faire ses classes. Écoute, comme n'importe qui, finalement. Oui, écoute, puis je pense que ça serait super le fun à Montréal. Ça serait peut-être une nouvelle divergence, ça serait une nouvelle chose. Puis, tu sais, j'ai oublié Gina Kingsbury aussi qui pourrait se joindre à ça, mais j'engagerais une de ces 3 femmes-là n'importe quand comme assistante pour commencer, parce que je pense que la job à Montréal est trop difficile. Je pense qu'on a. Les fans vont aimer avoir quelqu'un de plus solide, même si je sais que ces femmes-là sont très bonnes, malheureusement. Donc, il nous reste quoi dans les noms? Il nous reste ceux qu'on parle toujours. Le Mathieu Darche, il va nous rester après ça. Ken Hughes, aussi, qui a été mentionné il y a 2 semaines. Donc, moi, je vois avec mon coup de cœur. Moi, je pense que c'est Mathieu Darche. On en a parlé avant le podcast. Mathieu Darche, je pense qu'il a appris du meilleur depuis les 10 dernières années. Je pense que c'est un candidat qui est sérieux. C'est un gars qui a l'éducation. C'est un gars qui est à sa place. J'aimerais voir Mathieu Darche. Ça va-tu arriver? Je ne le sais pas. On parle toujours aussi de Martin Madden Jr., mais avec ce qui se passe avec les Ducks présentement, je pense qu'il va aimer ça rester là-bas. Donc, mon point est quand même assez facile. Il va sur Mathieu Darche. Puis, je vais expliquer pourquoi je ne parlerai pas Patrick Roy. Oh, attention, là, tu vas créer Patrick, toutes sortes de réactions. Patrick, je le connais. Ça a été un de mes clients au Golf Town. Il ne tient probablement pas de moi parce que ça fait 10 ans de ça. J'ai joué au golf avec sa famille. C'est une personne qui est merveilleuse. C'est une très bonne personne. C'est un gars qui est enjoué. C'est un gars qui est à son affaire. C'est un excellent coach, probablement directeur général dans la JHJMQ avec les Remparts de Québec. Oui, c'est un gars émotionnel, mais on n'a pas besoin d'un gars juste émotionnel. Patrick est un excellent coach. Il serait un excellent coach à Montréal, je pense, un entraîneur. Mais je pense que dans les bottines d'un un GM ou un directeur général, moi, personnellement, je le vois pas là. Je dis pas que ce serait pas bon, je dis juste que je le vois pas là. J'ai pas besoin d'un gars qui pète des ampoules au 2e ou 3e étage du Centre Bell. J'ai besoin d'un gars qui pète des ampoules en arrière du banc, ce que Dominique Ducharme ne fait pas présentement. Tout a de l'air correct, tout a de l'air être gentil. Je pense qu'à un moment donné, tu peux pas être trop gentil, il faut que tu sois plus fatigant avec tes joueurs. C'est un autre sujet. Mais moi, je vais le dire tout de suite, si Patrick est nommé, je vais être content. Je pense juste qu'il ne faut pas oublier une chose, l'association, pas l'association des joueurs, mais Gary Bettman a son mot à dire dans le prochain DG. Et je pense pas que la table des gouverneurs puis des GM ont le goût d'avoir un Patrick Roy qui va juste peut-être être trop émotionnel. Il faut faire attention avec ce poste-là. Marc Bergevin n'était pas assez, probablement. Puis il y en a qui sont trop. Moi, je pense qu'on peut aller dans le milieu. Je pense qu'à Montréal, tu peux donner la chance à un Mathieu Darche qui a appris depuis 3 ans avec la meilleure organisation qu'il y a depuis 3 ans. Avec probablement le meilleur DG qu'on a formé à Montréal là, une quinzaine d'années. Je pense qu'il faut laisser la chance à Mathieu Darche. Je pense pas que Patrick est prêt à ça. Même s'il lui dit que c'est facile, qu'il faut juste virer à la roue d'un bord, là, je pense que tu brûles les 2 ficelles par les 2 bords. Là. Mais moi, je vois avec Mathieu Darche pour ces raisons-là. Moi, honnêtement, je vois avec Mathieu Darche aussi, parce qu'en plus, il connaît le marché de Montréal, il a joué là. Puis, tu disais tantôt que Marc Bergevin n'était pas trop émotif. Ça dépend dans quel sens. Que, quand tu voyais en playoff sautiller partout dans la loge quand il y avait un but en overtime. En conférence de presse, il n'était pas très émotif. Ouais, mais je pense qu'il était juste brûlé tête. Là. Je pense que ça l'a grugé pas mal les dernières années. Là, puis, je pense qu'il avait juste son top. Puis, je pense qu'un gars comme Mathieu Darche qui est posé, qui est calme, qui ne pèsera pas sur le bouton panique quand le Canadien va connaître une mauvaise séquence. Comme tu as mentionné, il a appris du meilleur en Julien Brisebois. En tout cas, du moins, c'est mon avis. Là, je pense que Julien Brisebois, c'est le meilleur DG de la Ligue. Connaît toutes les petites crosses à la Kucherov, mais c'est legit. Écoute, c'est legit. Puis, je pense que Mathieu a appris pas mal de ça. Puis, un retour au bercail pour lui, je pense pas qu'il dirait non. Du côté de Martin Madden Jr., je pense que si on lui offre le poste de DG, il viendrait peut-être, mais si c'est un poste pour le recrutement, pour remplacer Temin, je ne penserais pas parce qu'il remplit les mêmes fonctions à Anaheim. Si tu as le choix d'être au chaud soleil de la Californie ou à l'hiver, pas hiver, semi-hiver du Québec qu'on a présentement, je pense qu'il va choisir la Californie. Avec la critique facile. En plus. Fait que non, moi je pense que Mathieu Darche, ce serait le candidat idéal. Moi, Roy, je ne veux pas le voir à Montréal parce que je pense pas que c'est un gars qui est fait pour la LNH. C'est un gars qui veut, parce que de ce que je peux voir, c'est un gars qui veut tout contrôler. Puis on le fait avec l'Avalanche du Colorado. Ça n'a pas été long que Joe Sakic l'a mis dehors, puis c'est un de ses bons chummés. Quand tu sacs dehors un de tes bons chummés, ça en dit pas mal long là, sur le tir. Puis tu sais, comme je dis, Roy avec les remparts, c'est parfait parce qu'il peut occuper les 2 postes. Il choisit ses joueurs, puis c'est lui qui est coach par la suite.
dans la NHL, tu ne peux pas faire ça. Non. Je pense que c'était ça le problème au Colorado. Il recommandait trop de joueurs à Sakic qui poussaient fort, mais Sakic ne voulait pas nécessairement les avoir. Je pense qu'il y avait des rumeurs comme Grigorenko, c'est un des joueurs qui a poussé parce qu'il le connaît à Québec. Radulov, même chose, mais Sakic ne voulait pas aller dans ces avenues-là, puis ça ne faisait pas son affaire. C'est pour ça que je ne le vois pas trop à Montréal. Puis justement, c'en est un qui peut être trop émotif puis peser sur le bouton panique quand il ne faut pas. Et non, c'est ça. Je pense que Roy, ce ne serait pas un bon candidat pour Montréal, du moins pas tout de suite, même s'il a de l'air bien intéressé. Je pense que le hockey junior, c'est le fait parfait pour lui parce qu'il peut vraiment avoir le 100% de contrôle des joueurs qu'il a dans sa formation, autant au niveau de transaction qu'au niveau du coaching. Donc, non, je pense que mon choix s'arrêterait sur Mathieu Darche sans hésiter. Oui, puis écoute, Joe Sakic, on lui donne raison pour l'instant. Non, ça va quand même bien au Colorado présent. Exactement. Il manque juste des victoires en série, puis ça, malheureusement, le coach ne peut pas les apporter tout seul. Ça prend une équipe avec. Non, effectivement. Écoute, on va parler des autres têtes là, qui ont tombé également là, à travers la Ligue. On va commencer par les Flyers de Philadelphie. Ça a été du côté des coachs qu'on a fait le ménage. J'ai trouvé ça assez pas spécial parce que c'est vrai que les Flyers connaissent beaucoup de difficultés cette année, mais tu sais, Alain Vigneault, c'est juste sa 3e saison avec les Flyers. La première saison, il a perdu en 3e ronde. C'était la première saison des séries avec le COVID dans la bulle. Il a perdu en 3e ronde. Ensuite, l'année passée, la saison écourtée, il a raté les séries, mais il a quand même une fiche au-dessus de 500. Il a fini à .518. C'est pas fameux, mais c'est quand même au-dessus de 500. Et là, cette année, en 26 matchs, on a 10 victoires, 12 défaites, 4 autres en bris d'égalité, ce qui donne .462. Donc, on joue en bas de 500. Et là, du côté des Flyers, on a décidé que c'était terminé. Et la question que je veux te poser, est-ce que les Flyers ont pesé sur le bouton panique un peu, sachant que Vigneault est juste là depuis 2 ans et demi environ? Là? Tellement difficile à dire. Moi, je pense que non. Parce que je pense que cette équipe-là peut faire pas mal mieux. En même temps, je pense que oui. Parce que c'est un peu comme la politique des entraîneurs. Puis il y a eu un bon article aujourd'hui je ne sais pas de son prénom, mais Leclerc qui travaille pour le journal de Montréal. C'est Martin Leclerc? Martin Leclerc, excuse. Donc, tu sais, est-ce que les entraîneurs, faut les apprendre à devenir meilleurs? C'est comme un joueur, finalement. Là. Mais je pense que, malheureusement, Vigneault et son assistant, que j'oublie toujours son nom, Michel Therrien. Michel Therrien. Donc, c'est 2 personnes pareilles. Puis, encore une fois, tu sais, c'est encore Yeo qui reste là, tu sais. Donc, moi, je pense qu'on a plus sur le bouton panique. Pourquoi? Parce qu'on a des bons joueurs. Pourquoi? Probablement qu'il y a des joueurs qui sont levés dans la chambre. Puis qu'on a fait quand même l'acquisition d'Atkinson, puis il n'y a rien qui fonctionne. Donc, à un moment donné, c'est un tout. Puis, je pense pas que la philosophie des Flyers de Philadelphie est un bon fit pour Alain Vigneault. Je pense juste que c'est pas un mauvais entraîneur, mais je pense juste que là, est-ce que le fait de la rumeur qui aurait donné des stupéfiants à quelqu'un a pas aidé? Probablement. Probablement, mais écoute, tu peux pas me dire que les Flyers devaient être aussi beaux au classement présentement. Seulement 10 victoires cette année. Écoute, je pense que le Canadien de Montréal a encore une fois parti les paris. Mais écoute, tu sais, je sais pas pour toi, là, mais les Flyers, c'est pas une équipe que je regarde beaucoup. C'est une équipe qui a quand même beaucoup de talent. Mais moi, je pense qu'on n'a peut-être pas sauté sur le bouton panique. Je pense que la culture du hockey maintenant est faite ainsi. Si ça ne fonctionne pas, moi, je pense que les Flyers l'année passée ont juste donné une autre chance. Avec l'épique des Muglaise dans la tête à Vigneault cette année, mais je pense que ça aurait pu être l'année passée qu'il aurait congédié, même si ça faisait juste 2 ans. Je pense que les Flyers ne peuvent pas se permettre d'être aussi mauvais. Puis écoute, malheureusement, c'est à cause des gardiens, encore une fois, probablement que c'est fait clairer. Martin Jones et Carter Hart ne font pas la job du tout avec les Flyers. Est-ce qu'encore une fois, les joueurs ont décidé d'arrêter de jouer pour le coach? Je sais pas, c'est difficile à dire. Là, c'est Mike Yeo qui est là. On va peut-être voir. C'est sa 4e fois, je pense, qui revient à la barre intérimaire à cause qu'un de ses partners se fait crisser dehors. Là. C'est vrai que c'est le helper par excellence. Minnesota, Flyers, après ça a été, tu sais, en tout cas, on va voir, mais je pense que c'est un problème de culture avec les Flyers. Oui, ça fait depuis des années qu'ils cherchent un gardien de but, mais on semble pas être capable de développer un gardien de but. On semble pas être capable. Je sais pas s'il y a un coach de gardien là, je sais pas c'est qui. Écoute, on a des bons joueurs, là. On a Ristolainen qui est arrivé avec eux autres cette année.
On a Keith Yandel qu'on allait chercher aussi pour le défenseur, mais ce défenseur offensif, les gars, il est moins 14. Moins 14. Ristolainen est moins 10. Giroud, moins 10. Il y a 23 points, mais il est moins 10. Il n'y a pas de défensif. Fait qu'à un moment donné, tu peux faire quoi avec ça? Le seul qui est positif, c'est la fameuse ligne à Parabi, Brassard et Atkinson qui sont dans le positif. C'est le seul. C'est les seuls. Mais écoute, du côté des Flyers, c'est pas compliqué. Là, on a mis le paquet cet été là, pour essayer de donner un boost à ce club-là. On est allé chercher, te parler Atkinson, Yandel, Ryan Ellis, mais malheureusement, il a été blessé puis il a joué 5 games cette année. Ça aussi, ça n'a pas aidé non plus. Ryan Ellis, c'est un bon défenseur two-way puis il peut jouer facilement là, sa première paire. Donc, je pense que ça n'a pas aidé, mais en même temps, on ne peut pas mettre ça uniquement sur un joueur pour expliquer les débords des Flyers. Comme tu as dit, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette équipe-là. Malgré tous les ajouts qu'on a faits, ça n'a pas fonctionné. Puis souvent, malheureusement, c'est le coach qui est cut. Puis visiblement, on voulait vraiment gagner cette année du côté des Flyers parce que si c'était juste une année de perdu, on aurait peut-être étiré ça jusqu'à la fin puis on aurait starté ça en eux là, l'année suivante. Mais ça fait quand même un bout que l'équipe, là, oui, elle a été là, en troisième ronde là, il y a 2 ans. Mais c'est dans une saison un peu exceptionnelle avec la bulle et tout ça. Si ça avait été autrement, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Évidemment, on ne saura pas la réponse, mais si on élimine cette année-là, les Flyers n'ont pas eu tant de succès que ça. La dernière fois que je me rappelle qu'ils ont eu du succès en série, c'est l'année qu'ils sont allés en finale en 2010 contre les Blackhawks. Mais après ça n'a pas été les grosses saisons du côté des Flyers. Fait que là, je pense qu'on est juste tanné. Puis en voyant que ça s'en allait tout croche, on a voulu faire un changement plus tôt que tard, en espérant que ça va retourner, ça va remettre l'équipe sur le droit chemin. On verra qu'est-ce que ça va faire là, dans les prochains matchs, mais honnêtement, on dirait que c'est pas tant derrière le banc. Le problème, c'est peut-être l'alignement que quelque chose. Mais est-ce que Chuck Fletcher a eu peur de sa job et a mis dehors les coachs à la place? Ça peut être un autre point, ça, avec. On n'en parle jamais. En plus qu'il a tout fait cet été pour améliorer l'équipe. Voyant qu'il n'y a pas de résultat, ben, la prochaine étape, c'est peut-être clairer les coachs. Là. Exactement. Puis écoute, ça fait longtemps qu'il est là, Chuck, là, puis ça ne fonctionne pas encore. Donc, tu sais, est-ce qu'on s'en va vers une place comme ça? Est-ce qu'on a eu peur? Ce que Marc Bergevin n'a pas fait à Montréal? Clairer son coach, peut-être. Puis, oui, de se faire clairer. Il a clairé le coach des gardiens l'année passée, mais c'est autre affaire. Et sinon, du côté des Canucks, aussi, les têtes ont tombé. Et bon le move. GM et le coach ont écopé. Puis la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il était temps. Je pense que ce duo-là, ils ont peut-être une année ou deux en trop. Maintenant, c'est Jim Rutherford qui va assurer le volet GM présentement là, par intérim, alors que du côté des entraîneurs, on ramène le bon vieux Bruce. Bruce! Qui est de retour derrière le banc. Et d'ailleurs, les Canucks ne sont pas perdus depuis son arrivée. 4 victoires ils ont battu même les Hurricanes hier 2-1. Donc, l'arrivée de Bruce Boudreau semble avoir donné un effet incroyable là, du côté des Canucks. Qu'est-ce que tu penses de ces nominations-là? Qu'est-ce que tu penses aussi de l'ère Travis Green et Benning du côté des Canucks? Ah, écoute, ça a été. Je pense qu'il y avait une bonne équipe. C'est Vancouver, c'est énigmatique toujours. Ils ont toujours une bonne formation. Cette année, ça a été la catastrophe, je pense, au début de saison, mais je pense que l'équipe, visiblement, ne voulait plus jouer pour eux autres. Puis ça, tu sais, à un moment donné, comme tu dis, je pense qu'il y avait 2 ans de trop pour cette organisation-là. On a fait beaucoup de changements aussi les 4 dernières années qui n'ont rien donné. Tu sais, Bruce Boudreau, c'est un coach qui est dur. Tu sais, on l'a vu un peu avec les Flames de Calgary, puis notre fameux... là, j'ai des blancs à soir. Daryl Sutter, j'ai des blancs à soir, ça va pas bien. Donc, Daryl Sutter, qui est un coach structuré qui en demande à ses joueurs, puis ça fonctionne. Donc, je plaide un peu coupable parce qu'on ramène un Bruce Boudreau que ça fait trop longtemps qu'il est là, puis on ne donne pas la chance à un jeune. Mais je pense que c'est une organisation qui se devait d'avoir des vétérans en haut. Donc, Jim Rutherford et Francisco Aquilini vont s'occuper de ça. En même temps, tu as besoin d'un coach d'expérience pour remettre l'équipe sur la barre. Puis ça a fonctionné, écoute. Puis Bruce Boudreau est toujours aussi souriant, tu sais, avec le fameux Bruce, there it is. Il allait dire en entrevue qu'il a essayé d'avoir cette chanson-là. Donc, tu sais, Bruce Boudreau, c'est Bruce Boudreau. C'est un entraîneur d'expérience. C'est un gars qui a runné des belles équipes. Il s'est jamais rendu vraiment loin à la Coupe Stanley, par contre, avec les Ducks d'Anaheim, avec les Capitals de Washington. Mais je pense qu'on avait besoin d'un renouveau rapide. Puis je pense que les Canucks, eux aussi, un peu comme les Flyers, n'ont pas mis la saison de côté.
Donc, c'est la différence, elle est là. On a quand même 4 victoires de suite. Ils avaient seulement 24 games de jouer. Les autres avaient tous 26-27. Puis là, ils sont venus dans la course. On va se dire pour les séries, là, ils ont quand même 26 points. Ils sont à seulement 6 points d'une place en série. 4 victoires de suite. La saison est encore jeune à Vancouver, mais on a le talent pour ça. Je pense que c'est ça que l'organisation d'avant ne faisait pas. Ce temps-là n'a pas été mis en avant. On a des Peterson là-bas. On a plein de bons joueurs. Probablement personne ne s'en occupait. Puis on a probablement un des meilleurs, sinon le meilleur capitaine dans la Ligue nationale. Donc, cette équipe-là avait besoin d'un renouveau, puis ça va faire du bien. Écoute, moi, j'ai fait mes recherches. J'ai fait un peu l'autopsie de Jim Benning, son air avec les Canucks. Et ce que je réalise, c'est que il a attendu assez tard avant de faire des gros moves majeurs, du moins via les transactions. Là, ces 3 plus grosses transactions, ils ont été faites au cours des 2-3 dernières années, puis il est là depuis 2014. Sinon, le reste, c'était tous des employés de soutien ou des. Il y a eu la transaction cet été de Oliver Ekman-Larsson et Connor Garland. Il y a eu la transaction de JT Miller et la transaction de Tyler Toffoli qui, lui, a été plus une location, puis il a fait la gaffe de ne pas le re-signer par la suite, puis qu'il a préféré un autre joueur dont je ne me souviens plus le nom, mais qu'il ne fait pas grand-chose cette année. Puis lorsqu'on regarde les signatures, les plus grosses signatures, il n'a vraiment pas joué de chance par contre, parce qu'il a fait des bonnes signatures sur papier, mais ça ne s'est juste pas concrétisé. Je vais t'en nommer une couple. Louis Eriksson, c'est un joueur qui était excellent avec les Stars et les Bruins. Il arrive à Vancouver, sa meilleure saison, 29 points. Ça a fait patate. Markstrom, ça a été un semi-flop aussi, ça n'a pas fonctionné. Tyler Myers, ça a été une signature correcte. Braden Holtby, ça n'a vraiment pas donné ce que c'était supposé de donner là, du côté des Canucks. C'est pour ça qu'il est déjà parti. Ryan Miller, ça a été une bonne signature. Ça a été fait en 2014. Il y a eu quelques bonnes saisons avec les Canucks. Radim Verbata, c'est un joueur qui était quand même fiable, qui était capable d'amener de l'offensive. Il y a eu une bonne saison avec les Canucks et sa première après ça, ça l'a foiré par la suite. Tanner Pearson, même chose, une saison de 45 points, mais après ça je pense que c'est lui qu'ils ont préféré à Tyler Toffoli. C'est lui, oui, effectivement. Il ne fait absolument rien. Fait que, tu sais, ça n'a pas été un grand GM. Il n'a pas été un GM qui était très actif. Puis quand il l'a été, il y a eu sa part de malchance aussi là-dedans qu'il y a des joueurs que ça n'a juste pas fonctionné. Sinon, une transaction, JT Miller, ça a été une bonne transaction. Par contre, là, il est très bon avec les Canucks. Connor Garland, c'est un bon petit vol là, du côté des Coyotes. Puis Ekman-Larsson, il n'est pas si mauvais que ça. C'est sûr qu'il a un gros contrat. Fait que les attentes ça, cette année, 5 points à 26 rencontres. Je pense que c'est ça qui fait mal cette année. Ekman-Larsson n'est pas le corps arrière qu'on pensait. Peut-être l'environnement. Tu sais, quand tu as joué quand même 12 saisons avec la même équipe, les Coyotes, tu t'en viens avec Vancouver, tu as plus de médias d'en face, tu as plus de responsabilités. C'est peut-être ça qui n'aide pas, mais moi, je pense qu'encore une fois, on a cherché à Savalak pour remplacer un peu ce que Brendan Holtby faisait l'année passée, mais Thatcher Demko, es-tu vraiment prêt à être numéro 1? Il a connu une bonne séquence récemment. Il a été nommé première étoile de la semaine, mais il y a eu un début de saison assez difficile, là, ça, je suis d'accord. Et sinon, il y avait un point que je voulais mentionner aussi, mais que je ne me souviens plus. Ah oui, c'est que là, c'est Jim Rutherford qui le remplace. Oui. Puis Rutherford, lui, c'est le contraire. Lui, quand il veut aller chercher de quoi, il ne se gêne pas pour y aller. On se rappelle avec les Penguins de Pittsburgh, il a fait plusieurs transactions avec les Hurricanes aussi. Des bons contacts, en tout cas. Je pense que ça va être un GM comme ça que les Canucks vont avoir besoin s'ils veulent relancer l'équipe. Mais il faut dire qu'il est juste par intérim, par contre. Donc, je ne pense pas qu'il va être là à long terme. Mais si les Canucks veulent vraiment encore faire les séries cette année, je pense qu'un gars comme Jim Rutherford là, va être capable d'aller chercher des éléments là, par la suite. Un GM beaucoup plus actif. Donc, je pense que ça va faire du bien du côté des Canucks parce que, tu sais, on parle souvent de Montréal, là, que c'est un peu fou, là, la fanbase là, à Montréal. Là-bas, oui. Mais à Vancouver, c'est pas joli non plus. Là. Les partisans sont écœurés rares. Là. Puis avec raison aussi. Là. Ils ont des bons éléments entre les mains. Ils ont des Peterson, des Horvat, ils ont des Quinn Hughes, ils ont des Brock Besser, JT Miller. Ils ont un bon jeune gardien en Demko. Comme tu as mentionné, ce qui est vraiment prêt. Là, il connaît une bonne séquence, mais c'est pas le gardien le plus constant, malheureusement. Mais on a Alak là, pour le backer sinon. T'sais, on a quand même des. Je les voyais deuxième, moi, quand j'ai fait mes prédictions. On les voyait haut, troisième, moi. Puis ça n'a pas vraiment parti pour ça, malheureusement. On va espérer que ça va se replacer. Mais les Canucks ont le talent là, pour finir top 3 dans leur division. Oui, puis entre vous et moi, là, on a un intérim comme GM. On a nommé le coach en premier. Écoute, c'est à l'envers. Là. Entraîneur en premier, assistant GM intérim. Puis on n'a pas. Donc, comment ça va fonctionner? Je ne serais pas surpris que cette organisation-là change encore à la fin de l'année. Est-ce que Bruce Boudreau sera encore là l'année prochaine? Aucune idée, ça dépend de comment la saison va finir. Est-ce que Jim Rutherford va nommer un autre directeur général ou va décider de faire
un 2, 3, 4 ans aussi. Donc, c'est un peu nébuleux ce qui se passe avec Vancouver, mais je pense que ça laisse présage à du changement. Mais je pense que là, l'organisation avait besoin maintenant, là, de se refaire une tête. Je pense qu'ils ont réussi. À date, tout va bien. 4 victoires, aucune défaite. Passe au prochain sujet. Les têtes ont fini de rouler là, dans le podcast. On a parlé de toutes les personnes qui ont perdu leur emploi. Mais ouais. On a une autre personne qui ne fera plus partie de la LNH. Et ça a pris un peu de personnes par surprise. Un certain Ben Bishop qui a annoncé sa retraite en raison de sa blessure au genou. Moi, personnellement, je ne l'avais pas vu venir, mais en même temps, est-ce qu'il faut vraiment être surpris? Pas vraiment, parce que ça fait plusieurs matchs qu'il a raté au cours des dernières années. Puis c'est tout le temps les mêmes problèmes là, au genou. Et là, visiblement, là, il était plus capable là, du côté de Ben Bishop. Puis ça me donne une petite inquiétude au niveau de Carey Price aussi, qui a eu beaucoup de problèmes de genoux. Est-ce qu'on va finir par avoir une annonce de la sorte? Parce qu'il reste encore, je pense, c'est 4 ans au contrat de Price. Il se blesse à chaque année. C'est souvent dans la région des hanches puis des genoux. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, Price va faire la même chose puis il va annoncer sa retraite plus tôt qu'on pense. Ouais, la différence entre Ben Bishop et Carey Price, c'est que Carey Price a eu sa reconstruction du genou, ça fait déjà 5 ans. Donc, il a eu le temps d'être assez jeune encore pour le faire. Et Ben Bishop, ça s'est passé en 2021. Donc, à la fin de la saison 2020-2021, a eu sa grosse blessure. Il a décidé de se faire reconstruire le genou, manqué une saison complète. L'année passée, il n'a pas joué à cause du COVID. Et là, cette année, écoute, ça a été une boucherie. J'ai écouté un petit peu les faits saillants du match là, que joue pour les Stars du Texas là, dans la Ligue américaine. Là, 8 buts en 59 minutes, en 26 lancés. Là. Écoute, c'était pas drôle. Puis je pense que c'est plate parce que Ben Bishop a quand même connu une belle carrière, joué avec une couple d'organisations, les Sénateurs, joué avec les Blues, Sénateurs, Lightning, où il a eu ses bonnes années, les Kings une année pour ça finir avec Dallas. Je pense que c'est un gardien qui a quand même fait sa marque, mais c'est de valeur de voir ça. C'est de valeur de voir ça à 35 ans. Écoute, plus capable de marcher, là. Il n'y a plus rien qui fonctionnait dans ce genou-là. Puis c'est dommage, 222 victoires en carrière, 413 matchs. Mais moi, la question que j'ai, puis c'est un petit peu une question du champ droite, puis c'est un gars de 6 pieds 7, gardien de but, style papillon. Est-ce que vraiment les gardiens de but à ceux qui sont grands ont vraiment la facilité des genoux à cet âge-là? J'ai hâte de voir les Vasilevski de ce monde puis les goalers à 6 et 7, 6 et 5, 6 et 8. Là. Tu sais, Carey Price, 6 et 3, 6 et 4. Donc, c'est tous des gardiens qui sont rendus format géant. Et là, les genoux là, sont bas là, quand tu es à terre. Là. Fait que, écoute, c'est dommage. Je pense qu'il y avait encore des bonnes années devant lui. Mais je pense que c'est une sage décision. Je pense qu'à un moment donné, tu peux faire une croix et tu dis OK, je suis plus capable de le faire. Je suis plus un gardien élite. C'est le temps de s'en aller. Puis écoute, il part en bons termes. Mauvaise performance en Ligue américaine, mais il part avec des bons souvenirs. Il est parti avec beaucoup de gens sur Twitter qui ont parlé en bien de lui. Fait que je suis quand même content pour lui qu'il s'en aille du hockey en sachant que c'est le temps de s'en aller. Mais encore une fois, c'est dommage, mais on le voyait un peu aller. Hein, on s'en est parlé un petit peu. Puis les Stars Dallas avaient 4 gardiens de but potentiellement numéro 1, numéro 2. Là. Puis on a mis Kudobin aujourd'hui sur les waivers. Donc on savait qu'il y avait quelque chose. On avait vu juste avec Brandon Oldby qui s'avait ajouté à cette équipe de gardiens de but-là cette année. Puis comme tu as dit, Max, je pense qu'on l'avait vu venir peut-être un petit peu avant nous autres, je pense. Oui, puis aussi, du côté des Stars, au moins, ce qui est bon, c'est que la relève est déjà là. Jake Ottinger va être sûrement rappelé. C'est lui qui va prendre la relève. Puis il est déjà prêt pour... sinon, il y a un Braden Oldby qui peut l'épauler. Alors que si, chez le Canadien, on avait une annonce de la sorte, je pense qu'on serait un petit peu mal pris parce que pas sûr que Caden Primo est prêt pour prendre la relève. Mais bon, ça sera un autre débat. Mais au moins, du côté des Stars, là, la relève est préparée puis on est correct avec Jake Ottinger. On va souhaiter là, que Ben Bishop soit heureux dans son après-carrière. Juste avant de closer pour le segment sur réception, dernier sujet. Et là, je pense qu'on va avoir un petit débat le fun. Il y a un joueur qui s'est amusé un petit peu dans la dernière semaine à distribuer des bonnes mises en échec. Il y en a qui c'était sur la limite. Donc, c'était bien correct. Et c'est notre cher ami Jacob Trouba qui a envoyé Kara à l'hôpital, qui a frappé solidement aussi Nathan McKinnon dans l'enclave et qui a ramassé également un joueur des Prédateurs de Nashville, que je ne me souviens plus de nom, mais il y en a ramassé 2-3. Et là, évidemment, ça n'en prenait pas plus là, pour relancer la fameuse polémique là, des coups à la tête, ici puis ça. Bon, est-ce que c'était des mises en échec légales? Est-ce que c'était des mises en échec illégales? Est-ce que ça méritait de la suspension et tout ça? Je vais te laisser aller en premier. Écoute, je vais te laisser
défendre le point de Jacob Trouba. Tu veux que je me lance, c'est ça. Hein? Écoute, je peux y aller en premier, ça me dérange pas. Non, du tout, il n'y a pas de problème. Écoute, on a vu un autre beau hier là, avec Lambert, là, avec contre l'Avalanche, le joueur des Panthers de Floride. Donc, selon les papiers, c'est légal. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne crois pas. Est-ce que les joueurs ne se protègent pas assez? Je le dis depuis toujours, oui. Mais en même temps, cette ligue-là, puis je vais le dire encore une fois sur nos ondes, puis je le dis toujours, puis je l'ai fait quand j'ai fait passer à la radio en 2013. C'est la même chose. T'as pas besoin de go dans l'international, t'as pas besoin de joueurs qui te droppent les gants pour rien. T'as besoin de te faire respecter par exemple. Puis Kara, je vais le donner. Il était penché, Trouba t'arrivait bas, puis il a frappé à la tête directement. Je lui donne à Kara. Le problème, c'est que quand j'ai vu le contact de Kara, j'ai vu plein d'autres exemples qui se sont passés depuis trop longtemps, dont Eric Lindros. Donc, Kara est déjà en problème avec les commotions cérébrales. C'est pas la première fois qu'il en pogne. Il y avait été une commotion avec Romanov, je pense, c'est quoi, au début de la saison l'année passée, avec une grosse mise en échec encore. Donc, est-ce que les joueurs se protègent assez? Moi, je trouve que non. La game est rapide, les joueurs sont rapides. Puis Trouba, c'est pas un récidiviste, malheureusement. C'est pas un gars qui va en donner comme Rako Goudas ou comme les autres de ce monde qui font ça à chaque saison. Je le défends dessus, je pense pas. Est-ce qu'il aurait pu jouer la rondelle? Oui. Est-ce que ça a changé le momentum de la game? Probablement. Est-ce que tu veux, en tant que joueur, faire ce genre de hit-là quand tu peux le faire? Probablement oui, parce que je l'ai fait quand je joue au hockey. C'est difficile à défendre, parce qu'en même temps, tu veux la protection des joueurs, tu veux que les joueurs soient en santé quand ils jouent, tu veux pas que ces choses-là arrivent. Fais-tu partie de la game? Oui. On a vu dans la rencontre après, il ne s'est rien passé de plus. Il n'y a pas eu de chamoyage, il n'y a pas eu de... C'est une mise en échec, c'est malheureux, puis c'est comme ça. Est-ce que les coups à la tête sont reliés juste à ces coups d'épaule-là? Je pense pas. Est-ce que les coups à la tête sont reliés seulement au bagarre? Je pense pas. Je pense juste que c'est la game qui est rendue comme ça. Mais en même temps, il faut trouver une solution. Je le dis encore, que ces joueurs-là se protègent un petit peu mieux. Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que c'est plus Trouba le problème, mais je pense que Kera aurait pu se protéger un peu mieux. Moi, sur les 3 mises en échec, en fait, si on inclut les 4 avec celle-là qui s'est passée entre les Panthers et l'Avalanche, la seule que j'aime pas, c'est la première justement sur Kera parce que la rondelle était dans les patins de Kera, il la cherchait, puis Trouba avait du temps. Les gens disent qu'il n'avait pas le temps, mais il a fait au moins 2-3 enjambées pour aller le frapper, alors qu'il aurait juste pu poke-checker la rondelle, ça aurait coupé le jeu pareil, puis il n'y aurait pas eu de conséquences. Évidemment, je sais que ça se passe vite. Des fois, quand tu veux plaquer le gars, tu y vas, puis garde au diable les conséquences. Mais je pense quand même que ça aurait pas été évité facilement avec un poke-check, puis il n'y aurait pas eu les conséquences qu'on a vues. Celle de McKinnon, oui, encore une fois, McKinnon, la tête bounce, mais tu es dans l'enclave. Tu t'attends à quoi? Tu cours vers l'enclave, lève-toi à tête, chose, là. Oui, d'accord avec toi. Celle-là, parce que Kera, il était à la ligne bleue, il était en train de sortir de la zone. Il cherchait la rondelle dans ses patins, il était en position vulnérable, mais c'est pas lui qui s'est volontairement mis en position vulnérable. Il avait la rondelle entre les patins, il voulait juste checker où ce qu'il était. Tandis que McKinnon, il patinait puis il allait avec la tête baissée dans l'enclave. Là, maintenant, c'est sûr que là, tu cherches le trouble là, quand tu fais ça. Fait que c'est pour ça que celle-là, oui, c'est un coup qui était très limite, mais je pense pas que c'est un coup qui était salaud dans le sens que il est allé pour la mise en échec. Puis McKinnon, tu parlais tantôt, est-ce que les joueurs se protègent bien? Ça, on a clairement vu, la réponse c'est non. Ouais. Il coupait dans l'enclave. Fait que c'est sûr que c'était une zone dangereuse. Il faut que tu sois plus alerte que ça quand tu patines dans ces eaux-là. Sinon, la troisième, totalement légale, sur le bord de la bande, il a bien ramassé. Puis il n'y a pas eu de conséquences non plus. Le joueur il n'a pas été blessé. Et la mise en échec entre les Panthers et l'Avalanche, malheureusement, ça rentre au poste, mais c'était légal. C'est le chest qui a été le premier point de contact. Puis c'est juste que ça a frappé vraiment fort. Malheureusement, ça a mal viré pour cette mise en échec-là. McDonald, ouais. Puis tu sais, on peut pas vraiment dire que le gars s'est pas protégé. Il a frappé comme un train. Là. Ça a vraiment frappé fort. Puis tu sais, le gars avait la tête haute, tout, mais l'impact a fait en sorte que ça a frappé vraiment solide. Fait que tu sais, rendu là, c'est pas la faute du joueur des Panthers qui a complété sa mise en échec, mais c'est pas la faute du joueur de l'Avalanche qui s'est mal protégé parce qu'il avait la tête haute. C'est juste le contact qui était vraiment énorme.
Fait que ça, ce débat-là, je pense qu'on va l'avoir encore pour les 50 prochaines années. On réussira jamais à trouver un juste milieu parce que le jeu est tellement rendu rapide. Des fois, tu as des joueurs que le joueur veut plaquer son adversaire contre la rampe, mais l'autre, il se vire à la dernière seconde. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu as déjà amorcé ton mouvement? Ouais. C'est vraiment une grosse zone grise qui est vraiment pas évidente. Puis, j'ai pas l'impression que même si on décide, on tranche un règlement que c'est blanc ou noir, ça va quand même régler le problème parce que des fois, comme je te dis, c'est des joueurs qui enquêtent les mises en échec qui ne s'aident juste pas non plus. Oui, puis je pense que la divergence d'opinion et de culture des ligues mineures sont différentes aussi. On le voit ici. Là, à Star au Québec, je te dirais la majorité du Canada, on ne plaque plus jusqu'à midget 3A-ish. Les mises en échec sont moins populaires dans les plus jeunes, mais ça arrive dans les nationales, les gars se font geler plus. Je pense qu'il y a une manière de l'adapter. Tu as raison, Lumber s'en venait comme un train. Écoute, c'est une mise en échec complètement légale, puis l'autre, merci, bonsoir. Mais oui, quand tu as un temps de réaction pour ne pas blesser, je pense pas qu'il y a un joueur national qui dit je veux blesser un autre. Je pense plus qu'il y en a dans la Ligue nationale. Il y en a eu auparavant. Il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu, puis on peut en nommer. Là. Ben, je pense qu'il y en a un qu'on peut dire qui Tom Wilson, là, c'est pas trop de lumière. Oui, mais en même temps, je pense pas qu'il veut vraiment blesser. Je pense qu'il est innocent, mais je pense qu'il veut pas blesser. Tu sais, à un moment donné, tu veux pas mettre le gars sur une civière, mais tu veux y faire une bonne mise en échec. Excuse-moi du sac là, pour les jeunes de 13 ans qui nous écoutent. Là. Mais tu comprends, je pense qu'une mise en échec comme Trouba fait, puis pour avoir joué la game, tu veux faire cette mise en échec-là parce que ça t'arrive une fois dans ta carrière peut-être, ou parce que c'est percutant. Donc tu veux la faire, cette mise en échec-là. Le problème qu'on a, c'est que moi je trouve que, puis on le voit avec les Russes, tu sais, Romanov, là, il te frappe comme un train, là, puis après ça a été l'autre avant, c'était Yemelin qui frappait comme un train. Il y a des Orlov aussi fait des bonnes échecs à Orlov frappe aussi. Ovechkin. Donc, c'est tous des Ovechkin. 3000 hits en carrière. Merci, bonsoir. Donc, c'est des gars qui, dans leur ADN, dans leur façon d'avoir vu le hockey, ont beaucoup de mises en échec à partir du jeune âge. Donc, souvent, ces gens-là. Puis tu remarqueras Ovechkin, même s'il a la poque d'un patin puis il est à l'envers, et s'il se fait ramasser, il est toujours solide quand même. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués. Je pense que la Ligue nationale s'en va vers d'autres choses, vers beaucoup de rapidité. Puis le gars Connor McDavid, là, il s'est fait ramasser, là, 3 semaines, je pense, une bonne mise en échec à la ligne bleue, sur la veille, il est parti au banc. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, tu fais ça. Crosby, toute sa carrière s'est fait geler, il y a eu des commotions cérébrales. Je ne dis pas que c'est pas négatif. Par contre, moi, je pense qu'il faut peut-être adapter la Ligue nationale un peu plus. Si vous savez qu'ils sont plus gros, plus rapides, puis plus habiles, ça veut dire qu'ils peuvent vous rentrer dedans encore plus vite, faire encore plus mal. Oui, l'équipement, puis là, je le voyais sur les réseaux sociaux, là. Il y avait Tipper du Lac-Saint-Jean qui disait encore « Hey, mais là, remettez-y des équipements avec des pads moins fortes puis des épaulettes moins épaisses, puis ils vont se faire moins mal. » Puis on n'est pas là. Il faut arrêter de vivre dans le passé. Là. Les équipements sont rendus comme ils sont de plus en plus légers, sont de plus en plus solides. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger les joueurs. Ça ne change rien. Fait que ça ne changera pas. On ne retournera pas au temps de Maurice Richard qui avait des plastrons en crotte de cheval. Là. Ça n'existera plus. Là. Fait que, à un moment donné, il faut vivre dans le présent. Il faut juste adapter, je pense, la game. Puis tu as raison. Il y a beaucoup de mises en échec qui se passent qui n'a pas de conséquences. Puis ça en prend toujours une, puis une bonne. Puis là, c'est 2 en une semaine pour se remettre en question. Mais si tout le monde s'assit dans une table ronde, là, puis on discute qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer ces mises en échec-là, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Ça fait quoi? 15 ans qu'ils veulent enrayer les bagarres. Ils ne sont pas encore capables de le faire. Puis ils le feront pas. Même si Tidjo québécois chiale dans les médias, puis si n'importe quel journaliste québécois dit que c'est de la stupidité humaine, les joueurs veulent le faire. Le hockey, c'est comme ça. Puis aller dans n'importe quelle aréna du Canada, des États-Unis, l'équipe de la Ligue nationale, de la Ligue américaine, puis la ACHL, si vous voulez, quand il y en a 2 qui droppent les gants, tout le monde est debout, tout le monde cheer, puis tout le monde a le goût qui arrache la tête. C'est comme ça. C'est la même chose mise en échec. C'est des belles mises en échec. Par contre, c'est malheureux, il y a des joueurs qui ça va leur scraper des carrières. Puis peut-être que Kera, ça va être ça. Puis je ne souhaite pas, là. C'est pas ce que je souhaite pour Kera, mais à le fesser. Puis comme tu dis, par contre, le joueur devrait être sensible à ce que je peux check dessus ou je le gèle. Après ça, c'est l'opinion de la personne. La Ligue nationale, après ça, mais c'est plein de zones grises. Quand tu vas avec. C'est ça le problème. C'est plein de zones grises. C'est la tête, on a une suspension automatique. Ouais, mais là, il a baissé de 2 pouces. Puis là, finalement, puis ben, c'est ça. Fait que ça donne ça. Non, puis
Tu peux pas dire j'en raye ou j'en raye pas les coups à la tête. Là, tu peux pas dire bon, chaque fois que tu touches la tête, c'est out, parce que des fois, c'est même pas la faute du gars qui donne la mise en échec. Fait que c'est un peu plate. Un sport qui l'a fait, c'est la NFL. Touche pas la tête. Ouais. C'est plate, ça a été poche. Pendant des années, ça a chialé, mais à cette heure. Mais c'est parce qu'il ne donne pas une suspension de 12 matchs, il donne une pénalité de 15 verges. Ouais. Fait que si tu touches à la tête de Joe Drouin parce que tu essaies de le plaquer, c'est un 2 minutes, puis on n'en parle plus. C'est un 5 minutes, t'es out. Si tu as 2 matchs de suspension, ben là, c'est ça le problème. Là. Fait que là, tu ne veux pas donner 5 minutes, parce que si tu donnes 5 minutes, c'est l'avantage numérique pendant 5 minutes. Le gars, il est out, il a un match de suspension parce que c'est le match qu'il fait présentement. Là, tu regardes les reviews, puis le gars s'est penché, le gars était déséquilibré. Là. Ah, c'est une mauvaise suspension. Là. Finalement, l'équipe a perdu. Les arbitres ne veulent pas faire partie du match. Ils ne veulent pas décider le score du match. Ça arrive des fois, mais c'est comme ça. Mais la Ligue nationale non plus. Là. Le système de protection des joueurs, le système des suspensions, ils ne veulent pas décider pour les équipes. Là. Crosby, là, à un moment donné, il s'en va sur Barkov, là, puis le Barkov a tout décrit ça à terre, puis l'autre, il rentre dedans parce qu'il tombe, puis tu vas donner 15 matchs à Crosby. C'est ça le problème. Il y a trop de tu fais mal à ton produit parce que tu enlèves Crosby pendant 15 matchs. En même temps, c'est pas correct. Tu comprends-tu? Je sais que c'est pas correct, mais c'est quand même suspendre. Jason Spezza va probablement se faire suspendre pour 6 ou 5 matchs parce que c'est pas correct ce qu'il a fait. Mais c'est une conséquence de l'acte d'avant à cause du coup de genou. C'est quoi tu demandes aux joueurs après? Défendez-vous pas, défendez-vous, c'est pas ça correct, ça c'est correct. Il est allé le chercher, là. Jason Spezza est allé chercher la tête du joueur 100 000 à l'heure. Et l'autre, es-tu blessé? Non. Tu donnes quoi, Jason Spezza? Faut-tu, il y a trop de zones grises. Il y a trop de zones grises. Moi, ce que je ferais, on en parlait des règlements stupides la 2 semaines dans notre podcast, là. Quoi la tête, 2 minutes, on n'en parle plus. Hey, on met à POC des estrades, tu nous donnes 2 minutes. Entends-tu, là? Quoi à la tête, mise en échec à la tête, épaule à la tête, peu importe la raison, 2 minutes. Toutes les équipes vont adhérer, tous les joueurs vont adhérer, puis je pense qu'il y aura moins de chicanes. Les joueurs vont se protéger un peu plus, probablement. Je pense pas qu'il y en a un qui va se descendre la tête pour se faire frapper à la tête. Là. On a un Ligue nationale quand même. Au football, ça n'arrive pas. Ça n'arrivera pas dans les NH non plus. Mais soyez conséquents. Présentement, c'est une zone grise qui est trop grosse. Il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de blanc, puis il n'y a plus de noir. Pourquoi? Parce que c'est du cas par cas. Les coups à la tête ne peuvent jamais être du cas par cas. C'est une règle. Noir sur blanc, vous touchez à la tête, 2 minutes de punition, on n'en parle plus. Moi, c'est ce que je ferais. Puis souvent, en plus, c'est puni selon la conséquence aussi. Si le gars est à moitié mort à terre, ben là, on va vouloir donner plus. Si le gars se relève, on ne punit pas, mais pourtant, c'est un coup à la tête pareil. Fait que, c'est, ça revient à ce que tu fais. C'est un coup à la tête, excuse-moi de te couper. Coup à la tête, le gars, il est blessé, puis le gars, il est knock-out. Là. On peut-tu revoir le jeu, s'il vous plaît? Là, la Ligue nationale revoit le jeu, le système revoit le jeu, puis OK, regarde, t'as charge, là, t'as donné de la bande ou t'as chargé le gars, on va te donner 2 matchs de suspension. Personne ne va chialer, là. Parfait, ils ont revu si la part, mais ils ont au moins été punis sur la glace. Là, des fois, t'es pas puni sur la glace, tu finis ta game, tu 3 matchs de suspension. Hey, winner on a suffi. Puis des fois, t'as un match de suspension, ils te mettent dehors après, il te reste 40 minutes de jeu à jouer, ils te mettent dehors, puis t'as pas de suspension. Ou des fois, comme c'est arrivé, je ne sais plus c'est à qui c'est arrivé récemment, il y a eu un 5 minutes, il a été out, puis en plus, il y a eu une suspension. C'est comme là. Tu veux quoi de plus, là? Normalement, d'habitude, quand tu donnes un 5 minutes, il n'y a pas de suspension, mais là, toi, tu as décidé que tu donnes un ou 2 matchs en plus. Exactement. Fait que, c'est un peu ça le problème. Trop de zones grises, assez de faire ça conséquent. Mais tu as une règle noir sur blanc. Écoute, on a plein de règles noir sur blanc là, qui sont officielles, qui sont bonnes. Un dégagement refusé, c'est un dégagement refusé. Tu n'as pas de changement au banc, tu n'as pas de changement au banc. Là. Personne ne peut réfuter. Là. C'est comme ça pour tout le monde. Faites la même chose avec les coups à la tête. Vous allez protéger les joueurs, vous allez protéger l'association, vous allez protéger en plus les équipes. En même temps, vous allez protéger ceux qui s'occupent de donner des suspensions. C'est pas compliqué. Là. C'est aussi facile que ça. Moi, je le vois facile. Je sais pas si c'est parce que je suis un fucké, là, mais. Mais en même temps, j'imagine que c'est tout le temps un des sujets qui est parlé là, lorsque des réunions avec les GM. Puis j'imagine que si on n'a pas encore fait ça, c'est parce qu'il y a trop une gang de dinosaures qui ne veulent pas aller de l'avant aussi. T'sais, on sait que le hockey, c'est très conservateur, malheureusement, pour certaines affaires. On dirait qu'on veut changer des choses, mais pas tant que ça en réalité. Mais continuer de re-signer les mêmes GM puis de garder la même dirigeant hockey. C'est ça que je vous dis. Puis garder le même commissaire. C'est ça. C'est la même affaire. Garder le même commissaire. Bon. Es-tu prêt pour la section sur réception? En fait, c'est moi qui devrais me demander à moi-même si je suis prêt parce que c'est toi qui as les questions. Non, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Des questions assez le fun cette semaine. J'avais pensé à ça depuis une couple de semaines. Fait qu'on y va avec ça. Première question.
Puis je vais te relancer là-dessus parce que je la trouve drôle, parce qu'on avait dit est-ce que Arizona aura plus que 20 victoires cette année? Oui. Ils sont rendus à combien, by the way? Il faudrait faire une petite mise à jour. 5. 5? Ah, ça va bien. 5 victoires, 20 défaites, 2 nuls en 27 rencontres pour 12 points. Est-ce que le Canadien aura plus que 20 victoires cette année, Maxime? Je te voyais tellement venir quand t'as dit ça, là. Monsieur. Présentement, le Canadien en 29 rencontres et 6-23. Je tiens à le préciser. Moi, je pense que oui, parce que quand Price va revenir, ils vont en gagner plus. Oh, donc il va revenir? Moi, je pense que oui, après Noël. Oh, OK. Parce qu'il a commencé à patiner, il a commencé à s'entraîner avec son équipement et tout. Donc, j'imagine, pas avant Noël, mais si après Noël, il revient, d'après moi, ils vont envoler une couple. Rien enlevé à Jake Allen, mais c'est pas le même gardien du tout. Puis il y a plusieurs blessés qui vont revenir aussi, ça va aider. Fait que, tu sais, Arizona, c'est parce qu'ils sont juste mauvais, ils n'ont juste pas de club, même que tout le monde est en santé. Montréal, c'est parce que Montréal, ils ont vraiment une longue liste de joueurs blessés, fait que ça aide vraiment pas. Fait que, donc, je pense qu'ils vont pogner le 20 victoires, mais ça sera pas. Ça va être un 20 serré. Là. Ça va être difficile. Ça va être un 20 serré. On ne mettra pas 21 et 50. On va mettre 20. Et non. C'est bon, c'est très bon. C'est très bon. Deuxième question. Mais toi, tu penses quoi? Est-ce que tu vas en avoir plus que 20? Moi, je pense que non. Ouh! Moi, je pense que non. Je pense que non pour 2 raisons. Je pense pas que Price va gauler plus qu'on le pense. Je pense qu'il va revenir juste pour se remettre en forme pour Équipe Canada en février, je pense, les Olympiques. Février. S'ils vont, évidemment. C'est ça, qu'on n'a pas parlé, mais qu'on pourrait... C'est ça. On en parlera au prochain podcast avec l'Équipe Canada Junior, au pire. Là, mais si la Ligue nationale, il ne va pas, je pense pas qu'il va revenir. Ou s'il revient, ça va être vraiment en fin février. Par contre, s'il revient pour les Olympiques, probablement il va faire quoi? 5, 6, 7 matchs, peut-être pour se mettre en forme. Pour ça, il va être parti pendant 2-3 semaines. Puis après ça, mais les Canadiens ont vraiment besoin que Carey Price fasse toutes les parties? Je pense pas que c'est la faute de Jake Allen présentement. Non. Je pense qu'il fait la job. Non, mais des fois, quand tu sais que tu as Price en arrière, ça donne plus de confiance. Exactement. Souvent, c'est ça le problème. Puis Carey Price, c'est cette aura-là un peu avec les joueurs autour de lui. Et comme tu dis, ça va être un tout, je pense. Que si le Canadien a plus que 20 victoires, c'est parce que Carey Price et d'autres joueurs clés reviennent. Là, Toffoli est parti pour 6 semaines, 6 à 8 semaines avec sa blessure à la main. Gallagher, on ne sait pas. Donc, c'est tout du day-to-day, tout va mal, on dirait. Donc, je suis mitigé, mais moi, je pense pas. Il va finir à 18-19. Peut-être 20 me faire mentir, mais on n'aura pas plus que 2. Moi, tant que vraiment Shane Wright à la fin, c'est tout ce que je veux. Ah ouais, dur, ça va être Arizona et nous autres en bataille. Ouais, mais attends, là, ne néglige pas le pouvoir de la loterie, mon cher. Ouais, on l'a vu que les il y a plusieurs équipes qui sont fait crosser les dernières années. Arizona pourrait se faire crosser cette année, je serais bien heureux. Effectivement. Honnêtement, là, Arizona, là, avant de commencer à penser au premier choix, devrait commencer à s'engager un comptable qui a de l'allure parce que pas payer les taxes, c'est pas fort. C'est une erreur humaine! Fait qu'avant de commencer à parler de scouting, commence à trouver quelqu'un qui paye ses taxes à temps, puis après ça, on verra le premier choix. Là. Je pleurais. Quand j'ai vu ça là, dans le journal, je pleurais. C'est qu'est-ce qui me fait suer dans tout ça? Oh. C'est que là, on dévie un petit peu, mais je veux qu'on en parle un petit peu. Là. C'est bon. Je trouve tellement... Je comprends juste pas pourquoi que la Ligue défend encore cette équipe-là. Honnêtement. Gary Bettman, à cause du contrat de télévision, point. Ah, je veux bien, mais c'est tout croche depuis des années. Il y a eu le scandale avec John Chaika, avec les camps pas réglementaires. Après ça, tu as l'histoire du comptable. Puis à chaque année, l'équipe se fait menacer de se faire envoyer en dehors d'Arizona. Hey, t'as le coach francophone. Laissez à Québec, s'il vous plaît. Là, on parle de quoi? C'est quoi, là? Là, il y a... c'est quoi? Kansas City commence à faire des siennes. Après ça, on avait l'autre place aux États-Unis, Houston, qui veut une équipe nationale, qui serait un bon marché, je pense. Kansas City, je n'y crois pas encore. Là, on est nordique, on a l'amphithéâtre, on a tout. On a un coach québécois. S'il te plaît, là. Oui, je vais prêcher ma paroisse, là, puis je vais toujours le faire. Je suis un gars de Québec. Puis je pense que Québec mérite une équipe. Je pense qu'il peut avoir une équipe. Je ne sais pas que ça va être à 21 500 tous les jours. De toute façon, un édifice, c'est quoi? C'est 18 000? 7 500, je pense. Ouais, je sais que c'est en bas de 20 000. Fait qu'on peut-tu, s'il vous plaît, là? C'est un s'il vous plaît, là. Puis arrêtez-moi les Jojo Savard du Internet, là. Le Canardique, vous vivez dans le passé, là. Pas patience, puis mettons une équipe là-bas, là. Tu sais que ça va marcher, la rivalité va être bonne, puis Montréal-Québec, ça a toujours marché. Ligue nationale qui capote, là, avec des places comme là, tu sais. Puis on parle encore cette année, là. Je m'excuse, là, mais la Floride, là, plus de monde dans les estrades, là. Puis il y a un fichu de beau club en plus. Ton premier dans les nationales.
Il n'y a même pas 16 000 personnes par game. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il y a des places là, que ça fonctionne juste pas. Il faut arrêter. Là, je pense que il n'y a pas d'eau au Texas. Là, il y a encore plus d'eau. Il n'y a rien. Il n'y a pas de bière, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas personne. Je checkais une photo cette semaine. Là, la première période, ça commençait. Ils ont mis le drop puck. Je pense qu'il y avait 13 personnes en assistance à la photo. Sérieux, là? Je pense qu'au junior, il y en a plus à Québec. Là. Ça n'a pas de bon sens. Il faut faire quelque chose. Là, puis ça, c'est Gary Bettman. Ça, c'est la stupidité humaine. Il faudrait qu'à la fin de l'année, là, moi, j'espère que la Ligue nationale et les dirigeants se sont assis cette année et ont dit, écoutez, il faut faire de quoi? Il y a plein de monde qui va donner de l'argent et qui retourne en Nordique. L'ancien DG de Hurricanes a dit qu'il mettrait de l'argent là-dedans. On peut-tu, s'il vous plaît, s'asseoir sérieusement et dire, regardez les gars, là, on a tout à Québec. On déménage l'équipe. On a un coach francophone. Tout est préparé. Ils vont probablement drafter premier pour les 3 prochaines années. Ça va être parfait pour la situation de Québec. Là. Une nouvelle équipe, un nouveau marché, ancien marché avec du nouveau monde. Québec s'est rendu une plus grosse ville. Il y a un peu plus d'argent. Le monde sont rendus de plus en plus bilingues. Il faut arrêter de vivre dans le passé. Là. Mais tabarouette, s'il vous plaît, là, arrêtez-moi ça, l'Arizona. Là. Pas mal sûr que Québec aurait un meilleur comptable. Ah, mais là... Même. Ouais. On va y aller au pire d'avant. Vas-y, pas bon ça. OK. Prêt pour la deuxième question? Oui. Vas-y. On a des belles montées de lait à soir, j'aime ça. Ouais, on est en feu. Ça paraît que ça fait 2 semaines qu'on est en feu. Ça fait du bien en tabarouette. OK, donc, la deuxième question, puis c'est une question qu'au début de l'année, on se posait, nous deux, si ce joueur-là était pour performer cette année. En ce jour, combien de buts aura Alex Ovechkin à la fin de la saison? 20 en 28, 44 points en 28 rencontres, plus 19. Merci de me ramener ce call que j'ai fait, que je disais qu'il allait... Ben écoute, c'est ma journée pour ça. Il y en a combien, t'as dit? Il y en a 20? 20 en 28. 20 en 28. Deuxième avec Léon Draisaitl à 23 en 26. On va y aller avec un bon 47 bien senti. Oh, pas 50, c'est bon. C'est bon, j'aime ça. Ouais. Ah! Hey, là, tu me fais douter. On va y aller avec un 51. T'as juste pour dire qu'il a dépassé le 50. Là. C'est bon. Moi, je pense que, écoute, ce qu'on voit cette année d'Alex Ovechkin, c'est exceptionnel. Il est motivé, en tout cas, pour battre Gretzky. C'est tout dans vos dents. Puis oui, je pense que cette motivation-là est bonne. Mais c'est pas juste ça que je vois cette année. Je sais pas si tu as regardé Washington jouer un petit peu cette saison. Moi, je les ai regardés un petit peu. Il est présent. Il est bon. Il y a des passes. Hey, il y a 24 passes cette année. Là. 20 buts, 24 passes, 44 points. C'est incroyable ce qui se passe avec Alex Ovechkin. Pas de pénalité. Seulement 4 minutes de punition. Puis seulement, c'est un gars qui prend des punitions stupides. Cette année, 0. Écoute, c'est surprenant. Puis 34 points en avantage numérique. C'est une bête en avantage numérique. Écoute, 8 points cette année, 24 points en égalité numérique. Cette année, c'était tout feu, tout flamme. C'est le fun à voir. Écoute, t'es un gars de 35 ans quand même. Non, honnêtement, puis tu sais, c'est bon pour les Caps parce qu'ils sont deuxièmes dans la ligue présentement. Fait que, il y en a quelques-uns qui pensaient que les Caps allaient régresser vu que c'est une équipe plus vieillissante et tout ça, mais Ovechkin a fait un beau petit middle finger. Merci, bonsoir. Salut. Puis je vais te demander, c'est qui le 3e meilleur scoreur de la ligue avec Kyle Connor? Avec Austin Matthews, je viens de dire Kyle Connor. C'est chier mon affaire. C'est fou rire. Hey. Écoute, je pense que c'est Kyle Connor. Écoute, j'adore parce que c'est un gros risque à prendre. Écoute, t'aurais dû battre au moins 1 million là-dessus. Mais, la cote était de moins 300 000. C'est 1 million, c'est 2 cents de profit. Écoute, je trouve ça le fun d'avoir avec Winnipeg. Écoute, on a toujours su que c'était un franc-tireur, mais habituellement, t'es bon contre le Canadien. C'est un petit peu une side question. Là. Mais content de voir que Kyle Connors fonctionne cette année encore avec Winnipeg. Ouais, puis mon pool se porte très bien aussi grâce à lui. Tant mieux, tabarouette. L'autre question. Si tu regardes la top 5 des défenseurs de la Ligue présentement, je sais pas si tu fais ça une fois de temps en temps. Là, moi, je check un peu, je filtre. Là. Donc, on a les Makar, les Hossie, Carlson, qui est 3e pour le nombre de points. Non, le nombre de points, excuse-moi, qui était pour le nombre de buts. C'est Edmund avec 29, 27, 27. Adam Fox doit pas être loin. Doit pas être loin. Moi, je veux te demander, est-ce que Aaron Ekblad est le défenseur le plus oublié parmi les 5 meilleurs cette saison? Puis depuis une couple d'années. Cette année, Aaron Ekblad a 8 points, 8 buts, 16 mentions d'assistance, 24 points et plus 19 avec la Floride en 27 rencontres. On n'en parle jamais.
Personne n'en parle. Ce qui n'a pas aidé Aaron Ekblad, c'est qu'il y a eu quand même plusieurs blessures au cours de sa carrière. Fait que c'est un peu le défenseur qu'on oubliait. Mais oui, effectivement, c'est un choix à premier overall. Là, donc, c'est pas un mauvais joueur. Mais oui, effectivement, on n'en parle pas beaucoup. Puis heureusement qu'il est là du côté des Panthers parce que les Panthers n'ont pas une défensive si profonde que ça. Oui, ils ont Uyghur qui fait bien. Et il y a Gustav Forsling qui a ressuscité cette année là, avec les Panthers. Mais Ekblad, c'est quand même la pierre angulaire de la défensive du côté des Panthers. Puis on n'en parle jamais, effectivement. Tu as bien raison. Ouais. Moi, je pense que malheureusement, à cause du marché qui est, c'est dommage. Parce que, tu sais, s'il serait... Quoi que Barkov, on en parle quand même pas mal. Oui, mais Barkov, c'est un joueur d'attaque. C'est un Russe. C'est tous des joueurs qu'on parle plus. Un Finlandais plutôt, mais oui. Un Finlandais, excuse-moi. Un Finlandais. Mais moi, je pense que... pour ta confusion, effectivement. Ouais. Mais je pense que si Ekblad arrêtait un petit peu plus haut dans le nord avec Tampa Bay, on en parlerait plus. En tout cas, à Montréal, on en parlerait. Là. On le voit avec Victor, ouais, ça c'est sûr. On le voit avec Victor Egnan. Quoi qu'à Montréal, il serait peut-être une passe en 24 matchs puis moins 14, là, mais ça, on... Peut-être. On jamais. Peut-être pas. On n'a pas vraiment de bons défenseurs pour relancer l'attaque à Montréal, on va se le dire tout de suite. Là. Ben, on a Jeff Petrie, mais il est méconnaissable cette année. Fait que... Jeff qui? Non, c'est vrai, il est Jeff Petrie. Ouais, Jeff Petrie, c'est ça. Je pense que c'est son cousin québécois, Jean-François Patry. Hey, c'est bon, ça. Je pensais que c'était Clag, le nouveau, ou c'est quoi l'autre ancien? Wideman, c'est ça? Wideman, ouais. Ouais. Anyway. Donc, moi, oui, je pensais que c'était une bonne question parce que c'est un joueur qu'on parle pas souvent. Puis, il fait toujours bien chaque année. Quatrième question, non la moindre. Puis, on en a parlé un petit peu tantôt, on a glissé un mot pour en parler pour un autre podcast. Fait que c'est un peu une question pour avancer un autre podcast. C'est comme pour mettre la table pour le prochain, j'aime ça. on est fort parce que c'est comme ça qu'on fait. La transition est incroyable. Les Olympiques, parce que les joueurs vont y aller. Avec tout ce qu'on sait. Voilà, Gary Bettman, je pense qu'il avait dit que c'est la décision des les joueurs qui décident. Ouais. Si les joueurs décident, j'imagine qu'ils vont y aller, c'est sûr. Ils se sont tellement battus pour pouvoir y aller, puis je pense qu'ils s'en foutent un peu de ce qui se passe là-bas, malheureusement. Je pense qu'ils vont juste vouloir aller jouer aux Olympiques puis représenter leur pays. Puis on sait que pour les Européens, les Olympiques, c'est quasiment plus important que la Coupe Stanley. Fait que, la Coupe du Monde, je pense que les Russes, les Finlandais, les Suédois vont vouloir aller représenter leur pays. Canada et États-Unis, c'est peut-être moins big. Là. Eux, c'est peut-être plus la Coupe Stanley qui est important. Mais encore là, c'est médaille d'or, c'est quand même très bien. Surtout que c'est pas tous les joueurs qui ont la chance, malheureusement, de représenter leur pays. Là. On s'entend que c'est tout le temps la crème de la crème. Fait que, non, je pense qu'ils vont y aller. Puis je trouve ça triste un peu parce qu'avec ce qui se passe là-bas, c'est juste ridicule. Là. Moi, honnêtement, j'aurais boycotté ça sur un moyen temps, mais c'est pas tous les joueurs qui ont une bonne conscience, malheureusement. Fait que, je pense qu'ils vont y aller. Mais tu sais, pour nous, ça va être agréable de voir ça. Mais si on regarde au niveau de plus intégrité et tout ça, c'est peut-être pas le meilleur move à faire, mais... Moi, je pense que les restrictions sont vraiment difficiles déjà la COVID-19. Je ne sais pas si tu as eu le temps de lire un petit peu ce qui s'est passé avec Sportsnet avait fait un bon récupérateur de ce qui se passait là-bas. Là. Donc, si tu pognes le COVID à Pékin, c'est carrément le pays qui décide quand tu quittes le pays. 3 à 5 semaines de quarantaine, en dedans ou en dehors. Donc, est-ce que vraiment les joueurs comme Connor McDavid, comme Sidney Crosby, qui sont en train de se battre pour des places en série, qui vont décider de ne pas jouer du mois de mars jusqu'à mi-avril? Ça va en point, ça, par exemple. Ça, je pense que c'est ça le bas qui blesse. Là. Oui, tu as le fait que c'est le pays qui décide quand tu pars du pays. Ça, c'est fatigant pour un joueur. Mais je pense aussi le problème, c'est que le 3 à 5 semaines, je pense que ça va faire mal. Je pense pas que les organisations sont prêtes à faire ça, premièrement. Et en même temps, je pense que c'est une bonne question. Puis on voit les joueurs présentement. Si tu regardes un petit peu dans les nationales un peu partout, les joueurs sont hésitants. Pourquoi? Je les comprends. C'est pas facile ce qui se passe là-bas. Oui, il y a l'aspect politique, l'aspect je ne me souviens pas quelles colonies là-bas qui se font faire un génocide complètement travaillé. Je pense que là, le Canada, ça, c'est les pays politiques qui en parlent. Les États-Unis et le Canada ne représenteront pas, enverront pas leurs personnes là-bas pour déléguer. C'est correct, puis moi, j'accepte ça. En même temps, on parle de pratiques joueurs, on parle de les problèmes de joueurs. Je pense pas que les joueurs vont vouloir avoir une quarantaine aussi longue. Puis
Je pense que c'est Pietrangelo qui a fait une sortie récemment, là, qui justement, c'est quelque chose qui l'inquiétait pas mal, là, les mesures, là, que Les justement, mesures, si, mettons, tu devais pogner la COVID là-bas. Fait que, sinon, c'est un bon pensez-y bien, parce qu'effectivement, tu sais, moi, je m'appelle n'importe quel GM là, qui est dans la course, puis ça te tente pas de voir ton joueur vedette revenir juste dans 5 semaines quand tu es en pleine course. Mais en même temps, c'est les joueurs qui vont décider, fait que les autres, ils vont s'entorcher un peu, là, mais en tout cas. J'ai hâte de voir, là, mais tu sais, quand tu vois que ton capitaine préfère aller aux Jeux Olympiques puis risquer son 3 à 5 semaines de quarantaine plutôt que d'aider ton équipe NHL à faire des séries, ça va pas un bon message pour les. Ouais, puis on sait que les entraîneurs, souvent, les entraîneurs des organisations sont fortes aussi pour dire aux joueurs qu'ils veulent pas. Là, c'est pas la première fois non plus qu'on en parle. Donc, si tu as des joueurs comme Pietrangelo qui y pensent, des joueurs comme Sidney Crosby, McDavid qui disent ouais, mais c'est plus stressant qu'on pensait. En tout cas, s'il y a un joueur que tu réussiras jamais à convaincre de ne pas y aller, c'est Ovechkin. Ovechkin. Moi, lui, il pourrait pogner 8 fois la COVID là-bas puis il s'en foutrait. Là. Oh, il resterait dans son pays pour 2 semaines de plus, ça ne dérangerait pas trop. Avec une petite bouteille de vodka, là, ça va passer le temps. Tellement. Okay, non, bon. Mais par exemple, c'est un bon point. C'est sûr que ça va être un gros pensez-y-bien pour les joueurs, mais en même temps, s'il y en a certains qui refusent, il y en a d'autres qui vont vouloir y aller à leur place. Fait que, je pense que rendu là, on n'aura peut-être pas les formations les plus talentueuses, mais pas mal sûr que chaque pays va réussir à trouver assez de joueurs qui vont vouloir prendre le risque d'y aller pour représenter leur pays aux Jeux Olympiques. Parce que c'est quelque chose qui arrive juste aux 4 ans. S'ils veulent avoir l'occasion de le faire. Puis tu as certains joueurs aussi que ça probablement leur dernière chance de représenter leur pays aux Jeux Olympiques. T'sais, les joueurs de 33, 34 ans, tu ne sais pas s'ils vont être là dans 4 ans pour les prochains Jeux. Les autres aussi vont peut-être vouloir prendre le risque là, de représenter leur pays, quitte à devoir rester 3 à 5 semaines en quarantaine s'ils devaient pogner la COVID. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec toi. Écoute, c'est ce qui va closer notre épisode numéro 10, mon cher Stéphane. Encore une fois, un gros merci de ta collaboration. Plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un prochain podcast en espérant qu'il n'y ait pas trop d'actualité, parce que là, il y en avait trop. Là, je pense qu'on ne savait plus par quelle base garrocher, mais en même temps, c'est mieux ça que quand il ne se passe absolument rien. Mais en espérant qu'on va avoir juste assez de sujets là, pour le prochain. Oui, puis en terminant, moi, je vais juste féliciter Attends. On a tout le temps le dernier sujet. Oui, vas-y. Tout le temps. Que penses-tu de la déclaration du dinosaure à John Tortorella qui disait que le but orchestré par Trevor Zegras, qui était, ma foi, hyper spectaculaire, disait que c'était mauvais pour le hockey. Sérieusement, je l'aurais frappé, pour vrai. Je l'aurais 3-4 claques, le réveil, mon torch, là. C'est quoi ce call de graines là pour vrai? Là? Quel imbécile. C'est tout ce qu'on a à dire. Je comprends pas, pour vrai. Je comprends pas. C'est ça le problème. Ce gars-là, il a du talent antenne. C'est pas un mauvais entraîneur. C'est pas une personne qui est probablement désagréable dans la Ligue nationale ou qui est mal aimé par les autres entraîneurs, mais... Il est vieux jeu, là, tu le vois. Qu'est-ce que c'est ça? Écoute, c'est partout. Là. Le lendemain, il y avait plein de jeunes qui l'essayaient dans les ligues mineures. Ça s'essayait dans les hockey balls, ça s'essayait dans les ligues de hockey rollerblades. Ça s'essayait partout. Tu vois, c'est ça, la Ligue nationale. Dans la NFL, le gars qui casse le ballon a une main puis se le met en dessous du nombril, là, le monde en parle, les médias capotent, le commentateur il crie, puis tout le monde est unanime que c'est incroyable. Dans la Ligue nationale, par contre, c'est comme pour moi, là, s'il aurait critiqué le but d'Alex Ovechkin quand il était couché à la tête et qu'il ne virait pas quand on de sa tête. C'est le même principe. C'est un jeu clé, c'est un but qu'on verra peut-être plus en plus. Et c'est comme le Michigan Goal, là. Ben oui, même chose. C'est la même affaire. On peut s'arrêter que ça tue là. Comment tu fais pour tuer le hockey en faisant des beaux buts, toi? Wayne Gretzky en a fait 842. Il doit en avoir 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 qui étaient beaux. On l'a-tu critiqué? Ovechkin, même chose. On peut s'arrêter? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Sais-tu qu'est-ce qui tue le hockey? C'est la montée de trappe. Ça, c'est plate, puis... Ce que Tortorella fait toute sa vie. Je comprends pas. Pour vrai, je comprends pas. Même quand j'ai vu ça, je ne peux pas croire qu'il a dit ça. Mais tu vois que le hockey, c'est tellement conservateur. Puis quand tu as des vieux dinosaures de même qui font des calls de même, ben, tu te dis, c'est peut-être pour ça que le hockey ne progresse pas dans toutes les places à travers le monde. Parce que on a tellement peur de se démarquer avec des choses qui sortent qui sortent de la routine puis tout ça, qu'il faudrait tout le temps que tout soit fait pareil. Honnêtement, là. Moi, je peux pas croire qu'une ligue professionnelle a peur du changement.
sais, probablement que le soccer, c'est le sport qui a le moins de changements dans le monde. Là. Puis c'est le sport le plus aimé au monde. Là. Puis s'il y a quelqu'un qui fait un but en faisant une vrille dans les airs, là, ils vont tous capoter. Mais là, vu qu'on a 2 jeunes de quoi, là, Zegras, c'est quoi, 18 ans, 19 ans? 20 ans à peu près. Bon, 20 ans, Sonny Milano doit avoir quoi, 22, 23? Aussi, c'est une recrue quand même. 25 là. Bon. Puis Milano, d'ailleurs, connaît toute une saison cette année. Ben oui, c'est 2 jeunes. Le gars, il essaie quelque chose, ça fonctionne, puis tu check la face à Zegras. Okay. Il a l'air plus surpris de sa grand-mère de le voir. Là. Il est comme, tu vraiment touché à la POC? Fait que c'est juste beau à voir, mais non. Il fallait encore une fois que ça soit stupide, puis que ça soit... Dans la vie, il faut que tu apprennes à te la fermer, puis à manquer sa shot encore. Pour la X, Y et Z-ième fois. Trop pareil, Torts. Puis il y a du temps d'antenne en plus. Puis on va sûrement le revoir coach d'ici 1 an ou 2. C'est ça qui est le pain, tabarouette. Peut-être à Montréal. Non. S'il fallait. Il faut je peux bien croire que le Canadien a besoin d'un électrochoc, là, mais il ne faudrait pas que ça flambe. Non. Mais bon, je vais juste terminer avec cette petite note-là. C'est vrai, ça a passé proche d'être mon coup de pied. Ça aurait dû être mon coup de pied. Mais je trouvais tellement la situation de Bordelot désolante que j'ai préféré pour ça. Mais c'était un close second, là, la déclaration de Torts. On aurait peut-être vu des étoiles avant. Non, faut que t'arrêtes. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, dernier sujet que je vais donner avant qu'on parte. Bravo à Marc-André Fleury. 505 victoires à Montréal. Bravo à la foule et aux amateurs de Montréal. Bravo aux médias de Montréal. Puis la petite note à la Flower, là, d'avoir écrit au Journal de Montréal pour mettre une petite annonce pour dire merci à la foule. Ce gars-là est un exemple pour nos jeunes. Pas seulement gardien de but, mais pour nos jeunes Québécois. Un gars qui a roulé sa bosse, qui a travaillé corps et âme pour être dans le national, qui encore aujourd'hui se bat à 37 ans pour être dans le national, puis ça fonctionne. C'est un gars que tout le monde aime. Juste voir les bouteilles d'eau sur la tête qu'il avait après son entrevue avec RDS. Incroyable comment ce gars-là, ça fait quoi? 2 mois et demi qu'il est avec les Blackhawks. Il voulait même pas aller là, 3 mois et demi. Finalement, il décide d'y aller, puis tout le monde est fou comme la merde de le voir. Bravo à Marc-André. Bravo à l'organisation du Canadien de l'avoir souligné. Puis bravo aussi de l'avoir souligné à la fin de la partie pour ses 105e victoires. Écoute, 2 grosses milestones. Là. 900 parties dans la Ligue nationale, 500 victoires. Hey les boys, 500 victoires en 900 games dans la Ligue nationale. Allô? Incroyable. Puis aussi, on disait, on chiale bien ces joueurs du Canadien, mais félicitations aussi, je pense que c'est Perrault, Weinman, puis il y en a un autre qui sont restés sur la glace pour le féliciter aussi. Ouais. J'aurais aimé ça, voir ça d'un Drouin, par exemple, surtout que c'est un Québécois en plus. Écoute, si je me fie aux commentaires qu'il y a eu des médias là-dessus, le Canadien ne reste même pas pour saluer Jake Allen. Incroyable. Le Canadien sans émotion. Et c'est là-dessus qu'on va closer le podcast. Stéphane, encore une fois, un gros merci. On se retrouve la semaine prochaine. Prends soin de ta famille, puis reviens-nous en force la semaine prochaine pour d'autres montées de lait. Yes. Merci des montées de lait. On est parti. C'est bon. Ça rentre au C'est bon, les boys. Merci de nous suivre. Merci beaucoup. Bye.